Euh, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter un peu pour l'audience de Cryptost? Qu'est-ce que tu fais? Qui est Joe dans la vie de tous les Ok. jours? Bah écoute, Joe, il passe son temps à écouter des interviews, à regarder des trucs sur X. Il a un média qui s'appelle Decrypted, qui est un groupe Discord qui est gratuit. On fait des lives toutes les semaines, un peu à la Bankless ou à la Masterclass en référence française. Et puis voilà, on essaie d'instruire les gens sur le fondat. On essaie d'être assez responsable. Après, on a toujours un côté un petit peu dégène. Toi, je pense que tu me connais sur X. Hein, j'ai un petit côté dégène où voilà, j'aime bien aller chercher quelques shitcoins et puis profiter, mais on sait qu'il y a beaucoup de spéculation, faut pas se mentir. Et puis voilà, le but c'est d'essayer de comprendre au mieux l'écosystème. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de débat. C'est un peu ce que je fais. Je suis Alors, prêt. comment va se dérouler cette soirée? On va mettre tout simplement des sujets à l'écran et puis on va chacun donner notre avis. On va se donner un temps de parole sans s'interrompre dans un premier temps et ensuite on laissera la discussion plus euh, comment dire, diverger si jamais il y a de quoi faire. Tout simplement pour que ce soit aussi un débat, que ce soit pas juste on parle l'un après l'autre. Bitcoin ne pourra jamais devenir une monnaie. Donc ça, c'est quelque chose que toi, tu as argumenté récemment, justement, où on a un peu débattu dessus. J'ai Et tu pris as la sauce. revendiqué notamment, t'as revendiqué notamment la loi de Gresham, qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors peut-être pour introduire un petit peu cette loi de Gresham, en fait, ça part du principe que si un utilisateur a deux monnaies dans sa main, dans ses poches, il va d'abord dépenser la mauvaise monnaie parce que bah, elle est mauvaise et qu'il veut pas la garder. Et il va garder plutôt la bonne monnaie et donc pas utiliser la bonne monnaie en fait en tant que monnaie, tout simplement. Et donc ça lui servira plus de réserve de valeur que de monnaie. Voilà la loi de Gresham. En gros, est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, exactement, exactement. Et est-ce que tu es toujours d'accord avec ça ou est-ce que la sauce que tu as pris t'a fait changer d'avis? Je suis toujours d'accord avec ça, vraiment. Ok. Et bah explique-nous pourquoi enfin, Bah, t'as pensé. déjà, c'est une loi, voilà, c'est une loi qui a quoi, 400 ans, un truc comme ça. C'est intéressant parce que c'est assez logique et même si je faisais un sondage aujourd'hui, alors je le ferai pas sur ta communauté parce que je pense qu'elle serait biaisée et sur la mienne aussi, mais si on faisait un sondage tous ensemble, je pense que la plupart des gens, s'ils avaient le choix entre dépenser des USDT ou des bitcoins, ils dépenseraient des USDT. Après, tu vas avoir des BTC Maxi qui vont être en mode jamais je toucherai un stablecoin, c'est antichrist, tout ce que tu veux. Mais pour la plupart des gens, pour la plupart des usages, je pense qu'ils veulent accumuler du BTC comme moi, je veux accumuler du BTC et dépenser soit des alts, soit du stablecoin. Moi, le stablecoin, ça me paraît être la meilleure porte pour la dépense de crypto dans le monde et celle qui est en train de le mieux se développer, que soit sur toutes les métriques. Et je ne sais pas si c'est encore le sujet sur Lightning, mais on parlera aussi de Lightning peut-être un peu plus tard. En fait, moi je suis d'accord avec la loi de Gresham, je pense qu'elle est vraie, mais que dans un certain cas. Et c'est dans le cas où bah, la mauvaise monnaie existe. Et là où soit elle existe et elle est adoptée, pour X ou Y raison, ou alors qu'elle est forcée à être adoptée. Par exemple, on se pose jamais la question, mais l'euro en France est forcé à être utilisé. On ne donne pas le choix d'accepter d'utiliser l'euro. Et à partir du moment où tu donnes le choix aux gens d'utiliser la monnaie qu'ils veulent, donc par exemple, tu ouvres la concurrence, c'est un peu ce que Milei veut faire en Argentine, enfin avait promis de faire ou pensait faire, et au final qu'il n'a pas fait, en tout cas pour le moment, c'est d'ouvrir la concurrence des monnaies, c'est-à-dire que chaque utilisateur, chaque citoyen puisse choisir la monnaie qu'il veut utiliser. Donc à partir du moment où tu choisis la monnaie que tu veux utiliser, bah forcément il y a la monnaie que tu vas recevoir et il y a celle que tu vas dépenser. Donc il y a de grandes chances que tu reçoives la monnaie de l'État et que bah, avec cette monnaie tu achètes une monnaie forte et que tu gardes cette monnaie forte. Mais en fait à partir du moment où bah, les gens utilisent cette monnaie forte et accumulent cette monnaie forte, et ben si cette accumulation est progressive et touche de plus en plus de gens et surtout de plus en plus de gens ont de plus en plus de fonds, et ben à un moment donné on n'aura pas assez de cette monnaie faible pour pouvoir payer tout le monde et donc forcément les gens vont soit forcer leur employeur à être payé en BTC, soit même les marchands eux-mêmes, les commerçants, vont demander à être payés en BTC, ou en tout cas préférer être payés en BTC,
par exemple, en mettant une réduction de prix si vous payez en BTC, parce que il va pas vouloir être payé dans cette monnaie faible. C'est déjà un peu ce qu'on voit dans certains bars qui acceptent Bitcoin. Souvent, ils mettent une réduction de prix sur si vous payez en BTC. Et même dans des endroits, enfin, dans des pays en voie de développement, si vous payez en stablecoin, par exemple, qui est aussi une monnaie plus forte que leur monnaie locale, par exemple au Nigeria ou autre, et ben, payer en stablecoin coûte moins cher que de payer dans la monnaie locale parce que les gens ne veulent pas de cette monnaie locale. Et donc, je suis à la fois d'accord avec cette loi, parce que ça ne marche que dans le cas où la monnaie mauvaise est encore utilisée. Alors qu'à partir du moment où les gens adoptent progressivement une monnaie forte, la monnaie forte va tout simplement la remplacer parce que plus personne va essayer de l'utiliser en fait, va utiliser la mauvaise, vu qu'ils savent que c'est une mauvaise monnaie et qu'elle va se dévaluer au cours du temps. Donc en fait, mais ça c'est, je pense que toi tu crois à l'hyper-bitcoinisation, le fait qu'on remplace tout par Bitcoin et que ça remplace même le dollar? Pas forcément. J'arrive pas forcément à me faire un avis sur ce sujet-là. Ça dépend ce que tu appelles hyper-bitcoinisation. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que le Bitcoin devient tellement fort que plus personne n'utilise la monnaie faible et du coup tout devient monnaie forte et donc tout devient BTC. C'est un peu ça, ou pas? Bon, en fait, pour moi, c'est une sorte de sélection naturelle qui va se passer. C'est que si on a le choix, les gens qui utilisent BTC vont être plus forts d'un point de vue économique et donc vont mieux survivre sur plusieurs générations. Ça forcément, peut-être que nous, de notre vivant, on le verra pas en action. Mais je pense que les gens qui adoptent Bitcoin aujourd'hui, qui sont payés en Bitcoin, qui utilisent Bitcoin, qui vivent sur le standard Bitcoin, s'en sortiront mieux que ceux qui vivent sur le standard fiat. Ouais. Moi j'ai envie d'y croire, tu vois, parce que ça me ferait plaisir, ce serait très cool. Mais d'un côté réalité, j'ai du mal à y croire parce que on a besoin d'une monnaie faible parce qu'on a besoin de l'imprimer, on a besoin de créer des budgets avec ça. Et à l'époque, tu vois, on forçait pas les gens entre l'or ou la monnaie locale, et ils dépensaient la monnaie locale. L'or, ils la gardaient. Alors, j'imagine que c'était aussi peut-être plus dur Tu parles parce de que quelle c'était époque? moins j'en sais rien. Il y a peut-être 200 ans. Je sais pas ce qu'ils avaient. Ouais, j'étais pas là il y a 200 ans, mais j'imagine. Mais donc, si tu parles de avant 1971, la monnaie locale était adossée à l'or, donc c'est la même chose au final. Certes, il y a un risque systémique qui est l'intermédiaire qui crée le papier, euh, mais en termes de valeur, parce que là on parle que de, bah non, en soi les fondamentaux de la monnaie jouent aussi, mais à partir du moment où il n'y a pas de grands défauts, qu'il n'y a pas de grande crise, c'est plus la valeur qui va jouer sur cette loi. Mm. Donc en fait, c'est une monnaie papier, enfin c'est de l'or que tu utilises quand même. Donc les gens utilisaient bien l'or. Et forcément, oui, après ils achetaient de l'or en physique, ils mettaient sous le matelas, parce que ils savaient que en ayant de l'or sous le matelas, ils seraient plus résilients, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, à moins que tu fasses, je sais pas, un stablecoin adossé à Bitcoin, par exemple, mais il y a quand même un moment où tu as besoin, si tu veux utiliser tout le temps Bitcoin, que tout soit adossé à Bitcoin et que tout soit comparé à Bitcoin. Parce que le stablecoin, l'avantage, c'est que c'est universel, tu vois. Tout le monde comprend, tout le monde sait, un dollar, c'est un dollar. Certes, ça bouge, mais c'est pas si impactant dans la tête des gens. Il y a des gens qui ne comprendront jamais de leur vie. Quand tu as un Bitcoin qui est quand même assez lié au marché, parce que ton Bitcoin il va monter quand le monde s'inquiète, il va stagner, voire baisser quand les gens vont vouloir aller sur des actifs un peu plus à risque. Donc tu vois, tu es quand même beaucoup plus lié au marché qu'un stable. Oui, mais ça c'est parce que tu penses vraiment là maintenant, où le BTC a Oui. une grosse volatilité. Mais si tu penses plus long terme, genre un horizon de temps 200 ans, bah, le BTC potentiellement sera vraiment installé comme une réserve de valeur. Ce que je pense avec laquelle tu es, d'accord aujourd'hui, que BTC est une réserve de Bien sûr. valeur en devenir, euh, ou qu'elle est déjà un petit peu. Mais donc si c'est une réserve de valeur, son prix sera plus stable et donc les gens pourront plus facilement l'utiliser en tant que monnaie. Est-ce que l'or est plus stable que... Une question ouverte, hein, j'ai pas vérifié, je pourrais ouvrir TradingView pour vérifier, mais est-ce que l'or est vraiment plus stable que le dollar face à un panier de Non, devises? bah, il s'apprécie au cours du temps, mais par exemple, après la crise pétrolière de 2011, il a perdu contre le dollar 30 ou 40%, sur un horizon de 4 à 5 ans, je crois. Ah ouais, Faudrait que je ok. retrouve les chiffres exacts. Mais non, mais
En fait, l'or est pour moi l'étalon monétaire et l'est encore aujourd'hui, une sorte d'étalon monétaire parce que dès qu'il y a une crise monétaire ou bancaire, les gens se redirigent vers cette monnaie-là. Bien sûr. Et, Mais et c'est vrai surtout, que. c'est un. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Je, je, Change. je voulais dire, je veux dire surtout quand tu regardes par exemple la valeur au cours des 200 dernières années, tu regardes la valeur du pétrole, la valeur de l'or et la valeur de la monnaie fiat, mais en prenant en compte l'inflation et les taux d'intérêt. Enfin, les taux d'intérêt et pas l'inflation. Et ben en fait, ça suit plus ou moins la même courbe. Il y a des moments où l'un est au-dessus, l'autre il est en dessous, mais en soi, c'est la même valeur en termes de capitalisation. Ok, Et en fait, intéressant. c'est juste parce que la monnaie fiat est créée pour être dévaluée, donc avoir un taux d'intérêt. Et donc, bah, les gens ne la gardent pas. Et en fait, elle est créée pour ça, elle est créée pour être dévaluée. Et tout à l'heure, tu disais on en a besoin. On en a besoin dans le système actuel, parce que si on arrête d'en créer, c'est la faillite. Mais en fait, c'est juste un autre système. Certains vont dire oui, mais on peut pas faire de croissance sans monnaie fiat. Sauf que bah, la croissance qu'on a fait avant 1971, on l'a faite sans monnaie fiat. Ouais, mais dans une course actuelle dans le monde où si jamais tu pars sur ce système-là où tu n'imprimes plus, tu pars avec un gros bagage, un handicap, j'ai même envie de dire. Est-ce que c'est réaliste de se dire À que court terme, ça oui. va changer à court terme? Oui. Mais est-ce que justement, on a des gens qui sont là installés pour 5 ans, 10 ans max. Je suis pas sûr qu'ils choisissent le BTC comme, euh, comme monnaie nationale, quoi. Non, peut-être pas, mais après, c'est encore trop tôt. T'as Maître Ozan qui disait est-ce que tu serais pas trop early, Marius? Oui, certainement. On a 100 ans d'avance, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est beau, en fait. On est en train de vivre la valorisation du BTC. Et en fait, si on compare ça à l'or, bah, on est en train de vivre peut-être bah, depuis 10 ans, et peut-être ça va prendre encore 50 ans. On est en train de vivre la valorisation du BTC de la même manière que l'or s'est valorisé pendant des millénaires. euh, Quand il a remplacé les monnaies coquillages, les monnaies argent, le bimétallisme, etc. C'est toute cette valorisation en fait qui a pris des centaines d'années, voire des millénaires pour l'or, qui est en train de se passer là actuellement. Euh, Oui, mais et à l'époque, pardon, hein, je te coupe. vas-y, vas-y. Pardon. Non, vas-y, Juste vas-y, l'or, s'il s'est évalué à ce point à cette époque-là, c'est aussi parce que c'était un étalon basique qui était fiable, tu vois, à l'époque. Tout le monde connaissait la viabilité de l'or. Les coquillages, c'est un peu compliqué à expliquer selon les pays. Je suis pas sûr qu'on soit dans le même monde actuellement, tu vois. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus vraiment l'impression que c'est une réserve de valeur, que les gens veulent juste en accumuler et pas les toucher, comme l'or. Tu vois, l'or, qui aujourd'hui utilise avec du volume, je veux dire, qui paye beaucoup en or. Euh, très peu de gens. Les pays. Je- Ouais, il y a certains. Ah oui, il y a les pays. Mais en tant que personne, tu vois, Ouais, pour en 8 tant milliards qu'individu, oui, d'habitants, mais parce que mais c'était le cas avant la monnaie fiat en fait. Tu vois, il y a encore en fait à l'échelle de l'humanité, si tu prends depuis les années enfin depuis l'Antiquité, depuis même le comment dire les pharaons en Égypte etc. L'Égypte antique, euh, les monnaies fiat ont existé à des moments ponctuels, mais c'est une anomalie à l'échelle de l'humanité. À certains moments, les empereurs ou les États ont battu monnaie, ils ont créé de l'inflation sur leur monnaie, mais c'est anecdotique à l'échelle de l'humanité. Euh, la monnaie qu'on a le plus utilisée dans l'humanité, c'est une monnaie basée sur l'or, basée en tout cas sur un étalon monétaire. Et la monnaie fiat qu'on utilise aujourd'hui, elle n'existe que depuis 50 ans. ouais. Et c'est une anomalie. Et on voit les limites déjà aujourd'hui, avec Mhm. la dette qui fait que d'augmenter, avec la monnaie qui se dévalue, etc., etc. Donc la logique serait que les monnaies fiat actuelles meurent, soient remplacées par d'autres, ou par d'autres monnaies fiat, ou par un étalon plus solide. Ou une autre logique serait, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est juste qu'ils arrivent à trouver l'équilibre sur l'inflation. C'est un peu ce qu'on fait un peu mieux en Europe qu'aux US, je trouve. Bon, aux US, on commence un peu à s'y mettre maintenant. C'est de un peu calmer le jeu et juste faire la course à l'inflation quand même, parce que encore une fois, c'est assez nécessaire pour le budget. Mais c'est pas en fait, si moi je parle de ça, c'est pas parce que c'est le futur que je veux. Hein. C'est pas ça que j'aime. C'est juste que c'est un peu, j'ai du mal à avoir un changement là-dedans. Mais ça me plairait que tu aies raison, en vrai, pour être Hmm. honnête.
Ok. Non, mais ok, hein, je pense qu'on peut clôturer dessus, c'est différents points de vue. Euh, mais oui, en tout cas, la loi de Gresham est intéressante à étudier. Oui. Euh, Mister Suka qui nous dit mais selon ta thèse, l'or ne s'est pas valorisé et le BTC non plus. Et c'est ça que tu prends pas en compte. Les compares au dollar, mais ça n'a pas de sens si on suit ta thèse. Je suis pas sûr de comprendre. En soi, non, l'or est toujours un étalon monétaire. Enfin, c'est comment est-ce que tu le valorises quand tu le comptabilises en dollars que son prix augmente. Mais en termes de pouvoir d'achat, une once d'or aujourd'hui, une once d'or il y a 200 ans, c'est essentiellement la même chose. Après, oui, tu as des fluctuations, tu as des moments où ça vaut moins, etc. Mais tu peux faire la même chose, le même comparatif avec le Big Mac, par exemple. Avec une once d'or, c'est pas plus. T'as pas un meilleur pouvoir d'achat aujourd'hui? Avec le fait qu'on va potentiellement toucher à la Bah, fin. Enfin, si tu prends par exemple, en fait, ça dépend ce que tu prends en compte, parce que si tu prends la nourriture, en ouais. fait, la nourriture, aujourd'hui, on la produit plus vite, en plus grosse quantité, Oui. donc elle coûte aussi moins cher. Donc, en Mm. fait, ça fausse un petit peu. Et tu as des bonnes comparaisons que tu peux faire avec l'immobilier. Avec une once d'or aujourd'hui, tu peux acheter la même parcelle d'immobilier il y a 200 ans, en gros. Ok. Plus ou moins, en fonction des régions, en fonction de la valorisation du terrain, parce que forcément, la banlieue parisienne ne vaut pas la même chose aujourd'hui Après, l'immobilier, il est monté qu'il y a aussi. 200 ans. Il s'est raréfié. Oui, mais il est monté face à la monnaie fiat. Sinon, forcément, Oui, après, ça il y a raréfié des quand même. distorsions à certains endroits. Ok. Ouais. Bah, il y a aussi beaucoup Historique. de création immobilière. Tu vois, les villes s'étendent de plus en plus, donc il y a aussi d'offres immobilières aussi. Donc, mais il y a des distorsions forcément à certains endroits en fonction du marché, en fonction de plein de choses, quoi. Bien Bref, sûr. je pense qu'on a passé un peu de temps Oui. dessus, dessus. Non, 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 c'est très bien. C'est très, très bien. Ok. Sujet suivant. C'est le GRM qui est passé. On parle d'hyper-bitcoinisation du monde. Oui, mais en fait, l'hyper-bitcoinisation, ça fait un peu tout et rien dire. Mm. Et ok. Alors, cette question, donc c'est les altcoins vont surperformer Bitcoin sur le long terme parce qu'ils offrent plus de use case. On en a parlé rapidement avant. Tu m'as dit que tu n'étais pas 100% d'accord avec cette affirmation. Moi, je suis pas du tout d'accord non Mm. plus. Mais justement, on peut revenir dessus. Mm, mm. Bah, moi, mon avis, déjà, c'est que parler. Il y a des gens, tu vois, des fois sur X, qui disent qu'on n'a pas besoin d'avoir un use case, il suffit de regarder Bitcoin. En fait, c'est des actifs qui sont totalement différents. Pour moi, je compare l'or, le BTC et les alts au SPX, et, au SP500 et au gold, tu vois. BTC n'a pas de use case, n'a pas besoin d'en avoir un. Les alts en ont besoin. Après, est-ce que ça donne aux alts plus de valeur que Bitcoin? Pas forcément, parce que le fait d'être une réserve de valeur, ça, c'est un use case en soi qui est énorme, un use case très différent. Mais je pense pas que les alts sur le long terme vont surperformer Bitcoin parce qu'ils ont plus de use case. Je pense qu'ils vont reprendre une certaine dominance quand même. Mais si tu regardes, j'ai regardé en plus, je crois la semaine dernière, le rapport entre le gold et le SP500. En fait, c'est des vagues, quoi. Tu vois, tu as des périodes où tu vas avoir l'or qui va dominer. Des fois, c'est le SP500. Tu vois, ces dernières années, c'est beaucoup plus le SP500. Et je pense qu'on va s'approcher de ça. Alors, on voit très long terme, hein. Je parle de 15-20 ans peut-être, au moment où le marché est beaucoup trop immature. J'imagine plutôt un peu cette relation, exactement la même relation, mais entre les alts et le BTC. Tu vois. Ok. Après, c'est intéressant, mais faut voir ce que tu compares, parce que est-ce qu'on compare genre Bitcoin et Ethereum, ou est-ce qu'on compare Bitcoin et potentiellement des applications ou une valorisation d'applications. Parce qu'en fait, le SP500, c'est 500 entreprises qui créent de la valeur face à une monnaie, face à un étalon. Donc forcément, en fait, si tu rajoutes plein d'entreprises, ça n'a pas forcément de rapport. Par exemple, c'est quoi? C'est Nvidia qui est le plus valorisé aujourd'hui. Donc, bon, l'exemple est pas bon parce que l'entreprise est assez jeune. En tout cas, elle a surperformé que depuis quelques années. Mais si tu prends, c'est Apple ou Microsoft qui existent depuis plusieurs années et tu compares leur prix face à l'or, bah, c'est moins flagrant. Enfin, l'augmentation est moins flagrante enfin, devrait être moins flagrant. Après, faudrait regarder le graphique de manière générale. Enfin, le Oui, mais graphique pour avoir des chiffres exacts. après, ça reste 500.
Tu vois, t'es pas dilué. C'est comme nous avec le Total 3, tu as 125 entreprises. Enfin, j'appelle ça des entreprises, des projets crypto. T'es pas dilué parce que ça se rajoute. C'est juste que bah, s'ils prennent en valeur, Oui. après on peut pas. Voilà, tu vois. Ouais, tu parles de la traîne, quoi. Que ça La augmente. traîne, ouais. Ouais. Que les 500 plus grosses Merde, entreprises des US. ouais, Ouais. attends. Et en vrai, moi, ça m'étonnerait pas que ça arrive. Parce que oui, comme tu le dis, on voit un peu la même chose sur le marché des actions. Maintenant, je pense que c'est vraiment sur le très long terme que ça pourrait arriver. Mais sur le moyen terme, on va dire sur les 20 prochaines années, si on peut appeler ça moyen terme, je pense que Bitcoin va continuer à se valoriser. Et parce que c'est tout simplement une réserve de valeur et qu'on en a besoin aujourd'hui et que ça résout pas mal de problèmes qu'on a actuellement, comme par exemple les transferts internationaux, tout simplement l'utilisation monétaire, voilà, une réserve de valeur numérique, chose qui a été un peu perdue avec l'or. Et donc, je pense que Bitcoin va aussi remplacer d'une certaine manière le marché enfin la valorisation de l'immobilier et du marché de la dette, en partant du principe que Bitcoin s'assoit en tant que réserve de valeur. Donc, petit à petit, en fait, les capitaux qui sont sur ces marchés immobiliers et de la dette, qui sont essentiellement des marchés qui aujourd'hui sont utilisés pour préserver de la valeur. Je pense qu'au moins une partie de cette valeur-là va aller sur Bitcoin et que en fait ça représente plusieurs centaines de milliers de milliards euh, et que et que Bitcoin va fortement se valoriser par rapport à ça et que la dominance de BTC qui est aujourd'hui à peut-être autour de 60% va à mon sens tendre vers les 100%, pas aller à 100% forcément, mais aller très proche des peut-être 80-90%, avant peut-être oui d'avoir sur le très long terme une tendance comme t'expliques avec des valeurs technologiques qui se valorisent plus. Vu que Bitcoin d'ici 50 ans deviendra peut-être cet actif un peu chiant comme l'est l'or aujourd'hui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Si, je suis d'accord sur la valorisation de Bitcoin. Je pense qu'au minimum, ça va à 21 trillards. Je sais plus comment on dit, mais un peu la valorisation de l'or au Ouais. minimum, tu vois. Par contre, pour les alts, en fait, t'as autant. Je pense beaucoup moins quand même, mais t'as des catalyseurs qui sont intéressants, notamment la régulation. Si ça commence aux US, ça va bouger très rapidement. On voit déjà que bah, ça bouge un peu partout. Et je pense que dans les 5 prochaines années, on verra un marché crypto qui sera un peu comme l'était Internet au début, tu vois. C'est genre, Ouais, naviguer vers l'or, on ne sait pas. Après, ça va crash, mais évidemment. je pense que, Oui. enfin, on fait pas la. Vas-y, attends, je t'ai coupé. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, je veux dire, en fait, tu fais la comparaison avec le S&P et c'est intéressant, mais le problème, c'est que, par exemple, Ethereum, le jeton de l'Ether, ne va pas forcément se valoriser comme une action d'entreprise parce que c'est pas vraiment la même chose, ça fonctionne pas de la même manière. Ça peut être, Ethereum peut plus se valoriser qu'une action d'entreprise ou, je pense, moins se valoriser parce qu'on le voit déjà aujourd'hui, l'utilisation d'Ethereum n'a pas cessé d'augmenter depuis 2 ans et pourtant son prix stagne assez fortement. Et je pense que si on compare, enfin si on prend en compte l'inflation, il est même en forte baisse. En tout cas, si on compare à BTC, c'est flagrant, mais si on compare à un étalon comme l'or, par exemple, je pense que la baisse enfin, la baisse est flagrante. Et donc, j'ai l'impression que les applications vont se valoriser, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de fonds qui vont circuler, notamment via les stablecoins, mais que Ethereum ou les tokens de blockchain, Solana et autres, vont pas forcément se valoriser autant qu'on peut le penser aujourd'hui, autant que j'ai l'impression que tu le penses, parce que la valorisation va être dans les applications, mais pas forcément dans ces tokens-là. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Marius. Pour moi, j'ai toujours été Ah, application maxi. Hein. Je suis pas L1 maxi du tout. ouais. Je Mais trouve donc que là, on parle bien de super-performance des tokens. Donc, par exemple, est-ce que bah, les tu altcoins, vois c'est tout. 500 milliards de... Dans les altcoins, Oui, je mets mais application et L1. Hein. ouais. Mais est-ce que pour toi, les tokens d'application vont aussi se valoriser? Parce que par exemple, tu regardes AAV, le token se valorise quand même pas mal, mais est-ce qu'il y a une vraie corrélation Pour moi, avec la oui. vie réelle? Je pense que les L1, ils sont un peu en grosse fraude, que ce soit Ethereum, Solana. Bon, je sais plus si on a ce sujet plus tard, mais tu vois, tu parlais de que Ethereum n'a jamais été autant utilisé. En vrai, c'est pas tant utilisé. La REV est à son plus bas, donc les revenus. Ethereum actuellement, le pump il sort de nulle part, il sort surtout des ETF.
Donc non, pour l'instant, j'ai l'impression que ETH, Solana ou n'importe quel L1, ils sont en grosse fraude parce qu'il y a un jour où je pense on les lira, alors on lira le token au revenu, parce que ce que tu veux, c'est que ton token prenne en valeur. Et ce jour-là, je pense qu'on verra les premiers flippening entre les applications et les L1 et qu'on verra. Je pense que tu laisses 10 ans à la crypto, le top 1, ce sera une application. Tu vois, on le voit déjà avec Hyperliquid, par exemple. Alors certes, c'est une infra derrière, mais c'est surtout une application. Je pense que le futur, c'est ça. Et je pense que sur ce côté-là, on est assez d'accord, c'est que les L1 sont beaucoup trop valorisés et que les applications ne le sont pas assez, ou plus ou moins, quoi. Je suis assez d'accord. Je pense top 1 hors Bitcoin forcément, mais je pense que le top 1 sera un stablecoin. Hors Bitcoin. Ou en tout cas que, Bien sûr. oui, mais je pense que en tout cas, le marché des stablecoins va rapidement dépasser la capitalisation de l'Ether. D'ici un horizon 5 ans, allez, 10 ans peut-être. Bah, imagine si Tether lance une. Bon, eux, ils feront sûrement de toute façon une action, une vraie action, mais j'imagine même pas la valo, ça va être zinzin. Et Tether, Ouais. c'est terrifiant, hein. J'ai vraiment peur de ce moment-là. Ça va être incroyable. Ouais. Puis surtout qu'il n'y a pas que Ethereum, je me dis, il y a d'autres réseaux qui peuvent se valoriser, enfin, qui peuvent aussi capitaliser sur l'utilisation des stablecoins, quoi. Oui, il y en a plein. Bah, il y a XPL qui s'est lancé, il y a Ethena récemment qui a fait une application aussi. Ouais. Ça bouge très très vite du côté des stablecoins. C'est le truc un peu chaud et sexy en ce moment. Surtout, tu parlais de Tether, ils sont en train de aussi créer leur propre blockchain, ou en tout cas, ils soutiennent leur propre blockchain, donc potentiellement, il y a pas mal de fonds qui vont se développer plus sur en tout cas pour les particuliers dans un premier temps. Donc, ouais, il y a Mm. pas mal de choses sur ça. Donc, je pense que si on prend en compte ouais, la capitalisation des stablecoins, il y a de grandes chances que les alts surperfent Bitcoin au long terme. Ah non, Mais voilà, après, vous avez mon avis sur le on reste. prend pas en compte la market cap des stablecoins. Je suis pas Ouais, d'accord. mais Ah sans non. la prendre en compte, pour moi, ta théorie est valable, sans prendre en compte la valorisation la capitalisation des stablecoins, mais seulement sur vraiment le très long terme, ou à un moment où Bitcoin sera devenu un étalon et que ce sera l'actif chiant comme l'or. Donc tu vois pas là, dans les 5-10 ans, peut-être un peu moins, une sorte de folie un peu spéculative sur les altcoins. Niveau enfin Je niveau pense tout le monde en fait. une folie, non, une adoption relative, oui, via les ETF notamment, mais pour moi, l'accent sera surtout sur les stablecoins. Et Que, imagine que demain, sur les... le Nasdaq liste, le Nasdaq ou une autre entreprise derrière, peu importe, il commence à lister la crypto, tu vois. Genre ça commence à, genre vraiment on merge les deux mondes, tu vois. Mhm. À quel point ça pourrait devenir fou sur les altcoins. Parce que un AV par exemple, un AV, les gens pourraient se jeter dessus. C'est la banque du futur. Mais pour faire quoi? Il y a que les gros Bah, portefeuilles qui vont vouloir, quoi. non, n'importe qui. Pour Enfin, avoir n'importe qui a besoin potentiellement. d'investir, comme le Ouais, Nasdaq, ouais, tu vois. potentiellement, oui. Oui, comme dans une société, ouais. Oui. Ouais. C'est une possibilité, mais de là à dire ça va surperformer la valorisation de Bitcoin, parce qu'il y a aussi la narrative Bitcoin de l'autre côté, tu vois. La réserve de valeur, il y a aussi Oui. la prise de capitaux, il y a potentiellement des réserves stratégiques par des pays, il y a le minage par des nations entières, etc. Est-ce que ça serait suffisant pour surperformer Bitcoin? Non, pas. Enfin, en fait, long terme, ça dépend encore une fois de quelle fourchette tu prends. Moi, Ouais. je pense qu'il y a de la place pour les altcoins pour très bien performer. Par contre, je ne verrai pas dans 20 ans, comme tu dis, Bitcoin à 99% de valorisation face aux altcoins, tu vois. Genre, je verrais plutôt sur un marché mature, je verrais du 60-40, peut-être 70-30 max, peut-être 50-50. Euh, Mid-term, ouais, aller à 70 max. J'ai du mal à imaginer. Après, il peut y avoir de la folie sur Bitcoin en soi, hein. En vrai, on peut être très vite surpris. Ouais. Je sais pas, parce que Moi, si je les pense qu'on États aura un commencent à pic en à activer tout, 90. Moi, je pense qu'on ouais, aura un pic à 90, mais après, quand est-ce qu'on l'aura? Je sais pas. c'est compliqué. Après, on peut se Je sais dire, pas. on est bullish dans tous les cas, hein. On est bullish altcoin, on est bullish BTC, c'est déjà cool. Bah, en fait, moi, moi, je suis maximaliste BTC, mais je suis assez pragmatique et je vois bien qu'il y a une tendance et que les altcoins et les stablecoins sont très adoptés. Par contre, je suis pas bullish du tout sur la décentralisation. On pourra en parler juste après. Et Ouais. pour moi, c'est justement tout repose sur les stablecoins. Sans les stablecoins, Ether, c'est à la cave, quoi. Hmm.
Parce que sans les stablecoins, il n'y a pas d'use case. Mais ça, c'est un autre. Peut-être on pourra revenir juste après. On va en reparler. Ça marche. Je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus rapide sur les sujets parce que ça fait déjà 40 minutes. Euh, Ah ouais. donc, ouais, on a encore pas mal de sujets. Le sujet des ETF, donc l'affirmation, c'est les ETF sont un danger pour la neutralité de Bitcoin et d'Ethereum. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai l'impression que c'est assez sous-estimé, l'impact que ça peut avoir sur Ethereum surtout. Oui, alors oui, je suis d'accord, oui. Mais il y a toujours la question de à quel point on va être adopté et quel sacrifice on est prêt à faire pour être adopté. Et je pense que c'est un sacrifice qui va être nécessaire, il faudra faire attention. Après, il y a des mécanismes. Alors, sur Ethereum, en tout cas, il y a des mécanismes. Sur Bitcoin, on sent Quel quel est mécanisme? Je l'impact. suis pas. En soi, le réseau peut se lâcher, tu vois. Il y a aussi le social layer, tu vois. Après, je sais Bah, pas, en fait, le pro- ouais. Alors, pour moi, le problème, c'est que déjà sur Bitcoin, pour parler de Bitcoin, il y a un risque dans le cas où les ETF deviennent trop adoptés et la majorité de l'utilisation de Bitcoin est faite que par ces ETF ou par des entités centralisées. On peut aussi englober toute l'activité sur les stablecoins, Coinbase, etc. Parce que si la majorité est faite dessus, bah, potentiellement, en fait, ils pourraient influencer le réseau vers un fork. Potentiellement que la majorité des nœuds ne suivra pas ce fork-là, mais la majorité des utilisateurs peuvent suivre les ETF et Coinbase. Et donc, bah, on aurait une scission des deux. Donc, c'est une possibilité. Mais en fait, ça tuerait totalement la valeur de Bitcoin. Donc, c'est pas vraiment probable que ça arrive. Par contre, sur Ethereum, la majorité des use cases, comme je disais, les stablecoins par exemple, et du coup, ça mange un peu le sujet d'après, sont déjà très centralisés. Donc, j'ai l'impression que la décentralisation est moins importante sur Ethereum. Et surtout, on a déjà beaucoup d'Ether qui sont stakés par des tiers. Je ne vais pas faire l'amalgame avec les protocoles de liquid staking comme Lido, etc., même s'il y a aussi des gros problèmes de centralisation à ce niveau-là, même si c'est mitigeable. Mais en fait, si on a des ETF qui commencent à staker, qu'on a des exchanges qui commencent à staker, sachant que Binance et Coinbase détiennent 7 à 8% chacun. Si en plus on a des ETF qui stake plusieurs millions d'Ether, on pourrait avoir potentiellement une majorité de stakers qui sont des acteurs régulés par les États-Unis. Et donc les États-Unis pourraient forcer un fork, ou en tout cas, tu parlais de slasher. Bah, de la même manière qu'on peut slasher des émetteurs d'ETF qui sont malveillants, bah, on peut slasher aussi les validateurs qui, eux, sont honnêtes. Mais du coup, la censure viendrait des émetteurs malveillants, enfin des validateurs Bah, malveillants. il y aura toujours le social layer dans tous les cas. C'est toujours la démocratie sur Ethereum. Mais Oui, la mais même si la critique. majorité utilise Ethereum via des applications centralisées comme des banques ou des ETF ou autres, bah, les Bah, c'est pas gens. les utilisateurs qui décident, c'est les nœuds. C'est ça le social layer. C'est-à-dire que c'est tous les Oui, jeux mais qui ont. s'il y a un fork, les nœuds, c'est comme sur Bitcoin, ce serait la même chose. Ça niquerait un peu ce social layer dont tu parles, mais l'application, l'utilisation serait toujours la même via les ETF, via des applications ou autres. Ah, genre le faux Ethereum prendrait le relais sur le vrai et que le vrai soit Oui, parce que un peu. Parce Ouais, que les utilisateurs suivraient les faux. suivre Donc instinctivement. le vrai Ethereum resterait décentralisé, resterait le même, mais les utilisateurs ne seraient pas dessus et donc toute la valeur bah, déjà les tokens, c'est un peu comme avec le ETHPO où les stablecoins n'étaient pas reconnus, donc tout ça perd sa valeur, quoi. Après, je pense que c'est un risque, mais tu vois, je pense pas que Bitcoin soit à l'abri de ça non plus. Tu as plein de mining pools, on a de plus en plus qui se font aux US. On a beaucoup entendu parler de Trump qui veut Sûr. foutre le mining au maximum. En vrai, les deux partagent le même problème et c'est juste une On pourra preuve. revenir sur En fait, les poules après, oui. bien sûr. Pour moi, c'est juste une preuve d'adoption et avec l'adoption, on verra de toute façon les sacrifices qui seront à faire. L'idée qu'on puisse être adopté en gardant tout de Cypherpunk, ça me paraît impossible. Après, voilà, faut mitiger, faut faire attention. Comme tu vois, tu Pour parlais moi, de Lido. Pour le moment, on n'a pas de problème avec Lido, ça reste toujours de très bons acteurs. Oui, ça fait une trust assumption. Mais il y en a partout, les trust assumption, de toute façon. ouais. Ouais. Mais pour moi, c'est pas vraiment une question de cypherpunk, c'est une question bah, en fait, Bitcoin fonctionne en proof of work, donc une concentration des BTC
a peu d'impact, même si ça peut en avoir un, Mmh. comme je viens d'expliquer. Mais en fait, Ethereum, vu qu'il fonctionne sur un proof of stake, la concentration des Ethers, même sans le staking, est un danger en soi. Parce que c'est Coinbase, par exemple, qui gère les tokens de la majorité des ETF. Donc Coinbase peut se faire hacker, peut se faire voler, peut même avoir un problème et perdre les fonds ou autre. Et donc ça peut causer plein de problèmes. Et parce que par essence le proof of stake est une centralisation de deux rôles, c'est-à-dire le validateur et le holder du token, bah ça c'est un problème en soi. Et les ETF en fait posent ce problème-là hein, et le met encore plus en avant quoi. Alors que sur Bitcoin, bah peu importe en fait si on perd les tokens, peu importe s'ils sont volés, ça va avoir un impact sur le prix et potentiellement sur la rémunération des mineurs. Mais ça n'a pas d'impact direct. Avec du BTC, tu peux pas prendre le contrôle du réseau. Mmh mh. C'est sûr, c'est sûr. Après, faut voir aussi comment se déroule la régulation. J'espère, parce que de base, normalement, ils avaient dit que le staking sur les ETF voterait pour en tout cas, participerait à l'acteur majoritaire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gouvernance sur Ethereum. Ça, c'est une idée reçue. C'est un peu plus complexe que ça. Ce serait bien qu'ils régulent ça de façon à dire que les ETF, par exemple, n'ont pas le droit d'avoir leur opinion. Par exemple. Je ne sais pas si ça arrivera, mais ce serait une bonne chose. Mais c'est sûr que dans tous les cas, voilà, ça reste un risque. Et puis, on parlera de Mining Pools, mais Riot, par exemple, qui a lancé son entreprise qui est immense. Je ne sais pas si tu avais vu les photos, terrifiant. C'est aussi un risque et voilà, c'est de l'adoption. Vraiment. Mais je suis d'accord que c'est un risque. Ouais. Que tu vois sur le sujet, mais ouais, pour moi, ça reste quand même un très gros risque. Et surtout, ce qui me désole, c'est que personne dans la communauté Ethereum vraiment sensibilise dessus. Et que j'ai l'impression d'être un peu le seul dans le CTFR à parler de ça. Euh, donc, même si en effet, c'est un risque assez minime pour l'instant, je trouve ça regrettable que personne n'en parle vraiment. Ouais. Bah, après, pour le moment, c'est pas. Je sais pas combien on est. On ne doit pas être à tant que ça de pourcentage. Je pense qu'on Je crois qu'on est à s'inquiétera. 3 ou 4 millions de BTC, d'Ether. Je sais même pas ce que c'est la supply. Ils ont combien en supply? 300 millions? Je Attends, sais plus. j'avais préparé ça. Il y a 36 millions d'Ether stakés. Et le nombre d'Ethers dans les ETF. Attends, je te sors ça. Bah, ils ont 30%, donc c'est un milliard. Il y a un milliard d'Ether? Oui, c'est ça. Fois 3. Non, il y a 100 millions. Il y a 100 millions d'Ether, pardon. Bah, il y a 120 millions, je 29% crois. de. Ouais, 120. Ok. Donc ils ont 3 sur 120. Environ 2%, quoi. À vue d'œil. Euh, 360. Oui, sur les Ethers totaux, mais pas sur les Ethers stakés. Parce que tu as 10 fois moins Oui, de. ils ont. Enfin, Oui. t'as, je sais plus combien de. Ils ont 10% des Ethers stakés. Il y a 5,8 millions d'Ethers stakés. Donc ça fait entre 15 et 20% à vue d'œil des Ethers stakés. Comment ça, il y a 15. Il y a 5 millions? Tu vois, c'est le nombre d'Ethers. Là, tu peux les voir les détails. Par exemple, le THA, c'est BlackRock, ils ont 2,4 millions. Ça doit être Fidelity, c'est 1 et quelques. Donc tu vois, le total, c'est 5,8. Je sais pas si tu vois tout Ah oui, à droite. ok. 5,8. Donc au total, il y a 5,8 Ether. D'accord. Pardon, je me suis peut-être embrouillé dans les termes, mais 5,8 millions d'Ether dans les ETF, avec 36 millions d'Ether stakés. Donc potentiellement, s'ils stake demain, ils ont entre 15 et 20% du hash rate. Et ce que je disais, c'est par exemple, là, on a Binance qui a 8%, Coinbase à 7%. Après, il y a Lido qui est assez gros. Il y a ensuite quelques autres. Voilà, il y a Kraken à 3,5. Enfin, ça fait beaucoup d'institutions qui sont régulées aux États-Unis, quoi. Ouais. Après, sur Ether, c'est pas 51%. Enfin, c'est plus compliqué que ça. T'as 33. 33, tu peux faire des dégâts. 51, je sais même plus ce que tu peux faire, mais Bah, le vrai problème, 51, c'est t'as la 66. majorité. Mais à partir de 51, tu peux commencer à se lâcher, non? T'as la majorité. Ouais, mais t'es pas à l'abri que juste on t'envoie chier que le réseau t'envoie chier parce que il sait que t'es en train de foutre la merde. À 66, là, t'es Ok. vraiment propriétaire, quoi. Ouais. Ok. Faudrait voir dans les détails de quoi on a besoin pour attaquer. Mais je pensais pas qu'il y en avait autant, tu Autre vois. Je sujet. n'avais pas dit que le sujet. Ouais. Intéressant. Bah, même sur Bitcoin, il y en a pas mal, hein. C'est entre 1,5 et 4%. 2 millions, je crois, de BTC. Ouais.
On a Et, fait la news lundi, c'était 4%, 4% de la supply. ouais, Mm, mm. non, c'est assez énorme. La dépendance d'Ethereum au stablecoin a déjà détruit sa neutralité. Ça, c'est un sujet dont je parle souvent. Je fais souvent aussi le parallèle entre stablecoin et MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale. Et là, on a le Genius Act qui est passé récemment, qui vient encore plus asseoir l'emprise, en tout cas le contrôle des institutions, des autorités des US sur les émetteurs de stablecoin, sur Tether, et notamment Tether et Circle, parce que c'est les deux plus gros et c'est les deux seuls qui sont au-dessus de 10 milliards d'actifs sous gestion, et donc ils passent justement dans cette seconde catégorie qui fait qu'ils sont obligés d'être régulés et audités par la Réserve fédérale et par deux autorités, j'oublie le nom. Et donc déjà il y a une grosse majorité. Ah, j'ai oublié de chercher le chiffre de ça, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était au-dessus de 80% des activités sur Ethereum, des transactions sur Ethereum qui ont un lien avec les stablecoins, c'est-à-dire soit un échange Ether USD ou un truc de lending, de prêt-emprunt de stablecoin. Donc ça fait que si on enlève ces stablecoins qui sont capitalisés à plusieurs dizaines de milliards, plusieurs centaines de milliards même, euh, on pourrait avoir un problème si jamais ces stablecoins influençaient un fork ou alors une censure. Et tout simplement, en fait, tout peut être censuré vu que c'est des actifs qui sont censurables et qui sont gelables en un clic par l'émetteur. Mm. Quelle est ta take Après, dessus? dans tous les cas, ils ont un pouvoir sur où vont les utilisateurs parce que les gens vont là où il y a des stablecoins. Il suffit de voir Hyperliquid au début. C'était le gros FUD quand il n'y avait pas de stablecoin dessous. Donc dans tous les cas, même s'ils n'attaquent pas Ethereum et qu'ils se disent demain ras le cul d'Ethereum, on va sur Solana, ils enterrent Ethereum en fait. Donc dans tous les cas, ça fait partie de l'adoption. Le problème des stablecoins, c'est aussi le problème et l'avantage, c'est que ce sont des acteurs qui sont centralisés. Donc c'est quand même un avantage sur certains côtés, le fait qu'on ait par exemple des TENA qui peuvent fournir beaucoup de rendement, le fait que ce soit quand même des acteurs aussi indépendants du système politique, plus ou moins, ils sont liés à la régulation, mais ce sont pas, c'est pas l'Amérique qui l'imprime. Bah écoute, ça, c'est bon pour l'adoption. En fait, le problème que tu énumères, c'est un problème qui est lié à l'adoption technologique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'adoption sans stablecoin. Donc forcément, tu vas créer un point de centralisation fort. Et comme j'ai dit, c'est un sacrifice qui est nécessaire pour que Ethereum soit adapté. Je préfère largement ça que voir Tether et Circle disparaître de Ethereum, tu vois. Mais oui, sinon je suis d'accord sur le fond avec toi. Mais donc, la question que je sous-entends par ça, c'est est-ce qu'on peut encore dire que Ethereum est décentralisé à partir du moment où son activité, son réseau, sa santé, sa rémunération dépend de deux entreprises et de deux actifs qui sont gelables à n'importe quel moment. Comme je te dis, si on veut être picky sur la décentralisation, on peut l'être. On peut l'être très facilement, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Ethereum ou n'importe quel réseau. C'est vrai qu'Ethereum, en fait, je pense que ce qui t'énerve aussi, c'est les if maxi qui en font beaucoup sur la décentralisation. Et ils sont chiants, je suis d'accord. Et en vrai, en fait, quand tu commences à mettre le nez dans les trucs, tu te rends compte qu'il y a tellement de trust assumption partout. Ne serait-ce que, tu vois, j'étais à IFCC, j'ai discuté avec un gars qui fournissait de la data pour les oracles. Et en fait, il m'a dit que dans le game, ils sont deux ou trois, tu vois. Donc en fait, tous les Ouais. oracles ont la même data, des mêmes acteurs. À quoi ça sert d'avoir des trucs décentralisés dans ce cas? C'est un peu toujours la même question et je pense qu'avec le temps, on finira par avoir la décentralisation là où on en a besoin et la virer là où on n'a pas besoin parce qu'elle est aussi inefficiente. C'est aussi du gâchis d'argent, c'est du gâchis de beaucoup de choses. Donc voilà, je suis d'accord avec toi que bah, des fois, les if maxi en font un peu beaucoup avec la décentralisation. Mhm. Ouais. Ouais, je pense qu'on est aligné là-dessus. Et je voulais dire quelque chose pour conclure, mais je me souviens plus trop. Oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui me sort un peu par les yeux avec tout cet écosystème crypto, c'est qu'on parle souvent enfin, on fait cet amalgame en fait entre Bitcoin et crypto, pas juste au niveau de l'actif, mais au niveau surtout de la décentralisation. Et on va dire que parce qu'il y a une blockchain, euh, la nouvelle crypto hérite de certaines caractéristiques de Bitcoin et décentralisée, etc. On le voit par exemple avec Ethereum. Alors qu'en fait, non, parce que l'activité de Bitcoin ne dépend que de la blockchain Bitcoin et du token Bitcoin, qui n'est pas dépendant d'un tiers avec certaines
certains détails, certaines limites, etc., qu'on pourra reparler juste après. Alors que quand on regarde Bitcoin et les autres blockchains, bah déjà, enfin, Ethereum et les autres blockchains, déjà la majorité sont très centralisées. Il y a que Ethereum qui est plus ou moins décentralisé, en tout cas qui a un consensus qui est assez décentralisé, mais qui dépend quand même de ces stablecoins. Donc ce qui me sort par la tête, c'est qu'on parle de résilience, de résistance à la censure et de décentralisation, alors qu'en fait il y a clairement un point of failure balèze. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce que personne ne veut pointer du doigt parce que justement ça donne des financements, ça paye des projets, etc., etc. Ouais, C'est un peu mais ça tu que vois, j'essaie de dénoncer, quoi. c'est un peu comme comparer un caillou avec lequel tu tapes et un marteau chinois qui est fait aujourd'hui. Tu vois, les deux, tu vas taper avec, mais il y en a un qui va être plus fragile parce qu'il a été plus sophistiqué et il est beaucoup plus adapté à tout le monde. Bitcoin, en fait, c'est juste un caillou pur. Évidemment qu'il n'y a pas de stablecoin dessus parce qu'il ne peut pas y avoir de stablecoin dessus. Encore? Et encore. Il pourrait justement. Ouais, et bah imagine le problème. Mais du coup, tu reviendras au même problème. En fait, la capacité à Bitcoin d'être aussi incensurable, c'est aussi parce qu'on peut rien faire dessus, tu vois. Donc Complètement. c'est cool pour Bitcoin, c'est pas cool pour le reste, quoi. Si c'était pareil sur Ether, je serais pas bullish Ether, ouais, tu vois. Ouais, après par exemple, Tether a déjà annoncé qu'il voulait faire son retour sur Bitcoin. Je dis retour parce que le premier USDT a été lancé sur Bitcoin, notamment via le protocole Omni. Ils ont Ok. fait l'annonce qu'ils allaient revenir sur Bitcoin prochainement, notamment avec le protocole des Taproot Asset. Il y a aussi RGB, dans lequel ils investissent depuis des années. Donc les stablecoins vont revenir sur Bitcoin. Et le même problème que je décris là avec Ethereum se posera aussi sur Bitcoin, forcément. La différence, c'est que je pense que Bitcoin sera quand même beaucoup plus résilient par rapport à ça. Parce que la première proposition de valeur de Bitcoin, c'est le BTC. Et la première proposition de valeur de l'Ether, c'est la DeFi via les stablecoins. En tout cas, si on n'avait pas de stablecoin sur Ether, on n'aurait pas une DeFi viable. Peut-être des vagues stablecoins algorithmiques un peu bancales, mais on n'aurait pas autant d'adoption parce qu'il y aurait moins de confiance de la part des investisseurs. Donc, si on avait une attaque justement des émetteurs de stablecoins sur Bitcoin ou sur Ether, je pense que Bitcoin serait plus résilient. Après, tu vois, c'est ce que disait Leif Maxi aussi au début, c'est-à-dire qu'il disait, ok, on a des stablecoins, mais c'est Ether qui va dominer, c'est Ether qui sera dans la LLP, c'est Ether qui sera utilisé, le côté monnaie, tu sais. En fait, on se rend compte que non, c'est les stablecoins qui sont utilisés. Et ça revient un peu à notre discussion de départ, c'est-à-dire que en fait, les stablecoins, c'est juste moi-même, hein, j'utilise tout le temps les stablecoins. C'est ce qui est le plus facile à utiliser pour n'importe qui n'a pas envie de se faire chier. Et je sais pas si sur Bitcoin ça aura le même impact. Mais dans tous les cas, moi pour Bitcoin, je n'attends pas grand chose parce que de toute façon, c'est beaucoup trop lent, c'est pas scalable. Tu vois, Et alors? vas-y, on va reparler de Lightning. Ouais. Mais ouais, mais j'ai appris des trucs que je savais pas du tout par contre, tu vois, que les stablecoins allaient revenir sur Bitcoin. Intéressant. Ouais, bah, ils ont fait l'annonce début d'année, mais ça fait déjà plusieurs années que, enfin, se savait un petit peu dans la communauté qu'ils travaillaient dessus. Ils ont beaucoup travaillé avec Lightning Labs, qui est l'entreprise, enfin la fondation, je sais pas si c'est vraiment une entreprise, qui a développé en grande partie Lightning, mais qui développe aussi le Taproot Asset. Et donc toute la complexité actuelle, c'est comment créer un stablecoin sur Bitcoin qui est freezable. Parce que créer un stablecoin, c'est facile. Mais pouvoir le geler, c'est plus complexe parce que c'est sur Bitcoin. Et donc tu peux pas forcément, enfin, t'as pas le contrat comme le RC20 que tu peux arrêter et que tu peux freeze. Donc c'est ça la complexité, quoi. Mais du coup, tu es Mais quand même à 15 minutes de block time, plus des fees qui sont assez chers, quoi. alors, justement, le truc avec les Taproot Assets, c'est que s'ils sont on-chain, bah, ils sont pas frisables. Donc je pense qu'ils ne lanceront pas de stablecoin sur la blockchain, sur le L1, mais qu'ils en lanceront via Lightning avec des LSP Mm. centralisés. LSP, c'est des liquidity providers en gros sur Lightning, donc des nœuds de routage. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu pourrais créer un canal avec certains LSP qui sont eux validés par Tether ou alors maintenus par Tether eux-mêmes. Mais donc, ce serait ultra centralisé. Après, l'avantage, c'est que ça peut quand même passer par des canaux full BTC, c'est-à-dire qu'il y a une conversion qui peut se faire si le LSP le permet. Et donc, ça peut aussi profiter au reste du réseau Lightning. Mais ce serait full centralisé. Ce serait en soi, t'es safe custodial parce que le token est dans ton canal Lightning, donc il est de ton côté, il est relié à ta clé, mais ça ne l'est pas parce que quoi qu'il arrive, tu peux pas l'utiliser en dehors. Ok, Mais je en vois. soi, on peut pas te recool, quoi. On peut pas te voler ton truc. On peut te le freeze,
Ils ne demandent pas de le voler, quoi. Bah, Je sais l'intérêt, pas il y a quel, Mathusalem qui dit, je vois pas l'intérêt. Bah, l'intérêt, c'est le même que sur Tron, c'est le même que faire des paiements tout simplement en stablecoin. Mais oui, après, sur le Taproot Asset, on ne pourrait pas avoir d'application DeFi, et c'est là qu'intervient RGB justement, où là, on pourrait avoir de la DeFi avec des smart contracts complets. on n'a pas cette question, mais je te la pose vite fait. Bullish sur les cas d'utilisation sur Bitcoin? Je te parle de DeFi, je te parle stablecoin, je te parle L2. Ça dépend lesquels. Il y a beaucoup de bullshit dans Mhm. cet écosystème. Oui, Tout ce qui est, par exemple, Stacks, etc., c'est un peu du bullshit. C'est des sidechains qui sont pas du tout, enfin, qui ne gagnent rien à Bitcoin. Voilà, c'est rien qui dit pas Stacks du oui. coup. Exactement. Par contre, tout ce qui se développe en lien avec BitVM est intéressant, même si c'est pas ce que je préfère, vu que il y a quand même enfin, c'est jamais vraiment trustless. Il y a toujours une part de confiance qu'on a. Par contre, tu as des protocoles comme bah, Lightning où tu peux avoir, où, en fait, à partir du moment où tu as des UTXO, donc l'UTXO c'est le token en gros que tu as sur la blockchain Bitcoin, à partir du moment où tu as un UTXO, tu es vraiment souverain. Donc si tu utilises BitVM, en fait, tu n'as plus d'UTXO, donc tu es moins souverain que si tu en avais un. Donc le meilleur BTC, c'est celui on-chain. Après, tu as l'UTXO sur Lightning, enfin le BTC sur Lightning, il est toujours relié à un UTXO. Et ensuite, il y a Arc aussi qui est assez intéressant, qui est un peu trop complexe pour à détailler aujourd'hui, et RGB aussi qui est toujours lié à un UTXO. La seule problématique, c'est que ça lie toujours les protocoles à la chaîne. Ça veut dire que bah, quelqu'un qui aura besoin de revenir sur la blockchain devra payer les frais on-chain. Et donc c'est la seule grosse problématique, mais en soi des solutions par exemple avec Arc, on pourrait très bien avoir des utilisateurs qui ont des UTXO virtuels, ce qu'on appelle ça comme ça, dans le protocole Arc, qui sont redemandables à n'importe quel moment on-chain. Et donc c'est la seule manière d'avoir vraiment un layer 2, qui est vraiment un layer 2, quoi. C'est d'avoir la possibilité c'est le unilatéral exit, la sortie unilatérale, de pouvoir sortir sans demander l'accord à quelqu'un. Euh, Par exemple, si vous voulez du wrap BTC sur Ethereum, vous pouvez, mais par contre, vous devez demander l'accord à quelqu'un pour revenir sur Bitcoin. Ok, ok, très intéressant. Je crois que ça parle de CKB. Ouais, CKB, j'en entends un peu parler, mais On en a parlé tout à l'heure en live. ouais, If I speak, voilà. au On vaut n'en mieux pas parlera pas speak ici, alors. hein. Vaut mieux pas speak. Non, ça va être trop long. Euh, Est-ce qu'on parle de ça? Peut-être Bah, rapidement. du coup, je vois pas. Tu Attends, ouais, je t'as vais pas juste affiché. partager. Ah. Hop. La blockchain n'est pas faite pour scaler. Trillium de la blockchain, Vitalik, tout ça, tout ça. Vas-y. Peut-être très rapidement sur ce sujet, Euh, parce qu'en soi, on l'a un peu abordé. Est-ce qu'elle est pas faite pour scaler? En vrai, il y a des solutions, tu vois. On trouve des solutions. Les Layer 2, c'est une bonne solution, même il manque d'incentive à devenir des Stage 2. Ça reste une très bonne solution. Après, moi, et je pense qu'on sera pas d'accord là-dessus, je considère que la décentralisation devient... En fait, on part du principe que la blockchain, l'atout absolu, c'est la décentralisation. Et c'est vrai que c'est très cool quand on a des valeurs qui sont très cool, hein, je dirais pas le contraire. Pour un côté institutionnel, ils s'en branlent en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la liveness, c'est de la finalité instant. Et du coup, le marché va aller dans la direction de qu'est-ce qui est rapide, qu'est-ce qui nous offre ce dont on a besoin. Ils en ont rien à taper de la décentralisation et vous non plus en soi. Regardez Hyperliquid, vous aimez tous Hyperliquid, ils avaient 4 validateurs au début. Au bout d'un moment, voilà, je pense que l'écosystème il évolue dans cette direction-là, que on va scale en sacrifiant un peu de décentralisation. Il y a des solutions qui sont très très élégantes pour pas trop en sacrifier. Mais dans tous les cas, on ajoute des trust assumptions. Ouais. Ouais, tu parles d'adoption institutionnelle, et c'est un peu ça, en fait. À partir du moment où tu attends que des institutions utilisent ton réseau, bah forcément, tu mets la décentralisation de côté. Et Bitcoin ne prend pas du tout cet angle-là. Bitcoin met d'abord la décentralisation, et ensuite, peut-être, s'il y a des institutions qui vont utiliser, bah, grand bien leur face. C'est un peu ce qu'on voit avec les ETF où hein, les bitcoiners s'en foutent un peu des ETF. S'ils veulent utiliser, tant mieux, mais en tout cas, on développe et on continue toujours de développer des applications qui vont être dépendantes d'eux. Euh,
Et c'est justement ce pourquoi en fait je suis assez, enfin je suis très critique des altcoins, c'est parce que cette décentralisation est mise de côté alors que selon moi ça devrait être l'argument principal. Parce que on arrive dans un monde numérique qui se numérise de plus en plus et on a besoin d'avoir des infrastructures décentralisées pour ne plus faire confiance à personne. Et à partir du moment où on met de côté un peu cette décentralisation, on ouvre la porte à toujours faire confiance à quelqu'un. Et même à penser qu'on fait pas confiance, mais en fait on fait confiance parce que c'est une blockchain et donc on n'a pas bien compris ce que c'était. Et ah bah c'est bon, j'ai des cryptos, c'est décentralisé. Euh, et en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Et donc forcément, je pense pas que tout le monde utilisera des UTXO, Bitcoin aura son canal Lightning. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser la possibilité à le faire et donner le choix. Et c'est pour ça que je pense que Bitcoin et les applications au-dessus de Bitcoin sont nécessaires, plus que nécessaires même. Moi, je suis pas du tout bullish sur les applications au-dessus de Bitcoin. Je trouve que en vrai, Ethereum a fait un très très bon choix. Le coup des Layer 2, c'est très bien parce que justement, ça permet à n'importe qui de développer la solution dont tu as besoin. Si tu as envie de développer même soit une Layer 2 qui est Stage 2, soit même une native rollup, il y en a qui sont en train d'être faits. Tu peux, si jamais tu veux créer un truc qui est hyper rapide, hyper instit, tu peux. En fait, tu crées ce que tu veux. Les gens, forcément, faut être réaliste, ils vont utiliser des trucs qui sont simples, rapides et pour eux, 90% des gens. Un peu comme Internet, tu vois. Tout le monde utilise Google. Tu as quelques nerds qui vont utiliser Tor, tu vois. Ça existe et ce sera pour moi pareil sur Ethereum, c'est-à-dire que tu vas aller chercher ce dont tu as besoin. La plupart des gens vont aller sur des trucs qui sont centralisés, qui peuvent les rug à tout moment. C'est comme ça que fonctionne le monde, on fait confiance. Par contre, en créant cette technologie, ils offrent la possibilité à tout le monde de trouver leur compte. Et les petits nerds comme nous, si jamais on veut un peu de sécurité, on ira sur des trucs plus natifs, plus décentralisés, gérés par des DAO, des smart contracts, tout ça. Et je trouve ça assez élégant, honnêtement. Ok, intéressant. Je Voilà. pense on va pas relancer le débat, mais par rapport au trilemme, peut-être se conclure là-dessus. Tu parlais de roll-up, etc. Et moi, je trouve ça un peu stupide. C'est un peu ce que je disais dans une des réponses que je t'avais fait quand tu critiquais le Lightning Network. C'est que, en fait, on essaye de réparer le problème des blockchains avec d'autres blockchains. Et Bitcoin, justement, prend une autre direction en créant les L2 qui sont pas des blockchains, en fait. RGB, Lightning, Arc, etc. Euh, donc pour moi, c'est beaucoup plus élégant et c'est justement ça offre cette porte de sortie à ce que quelques nerds potentiellement ou en tout cas une communauté de nerds grandissante puisse avoir cette solution. Mais dans les L2, tu peux faire ça aussi, du coup. Tu peux settle directement et juste. Attends, il me semble. Attends, j'ai peur de dire une bêtise. J'ai peur de dire une bêtise. Parce que les native rollup, ils ont des blocs. Il me semble qu'ils ont des blocs. Il faudrait revérifier. Et quoi qu'il arrive, c'était quand même dépendant d'une assumption à un moment donné en fait. T'as toujours des données qui sont ou comment dire concaténées, condensées ou oubliées ou mises de côté. Euh, En tout cas, j'ai jamais vu encore de solution qui était parfaite et qui crée une blockchain ultra scalable et décentralisée. Pour moi, sidechain n'est pas égal à L2. Bah, ça, c'est sûr. Oui, non. Bah, en vrai, le native rollup, la transaction, elle est très très faible, hein, parce que ce sont les validateurs qui la font tourner. Peut-être en nombre de validateurs, t'es pas sur le même truc, par contre, tu es sur les mêmes acteurs. En vrai, il n'y a pas assez de native rollup pour vraiment bien connaître le truc. C'est assez Mhm. nouveau. Faudrait voir pour le moment. C'est vrai que pour le moment, on a beaucoup vu le plus simple à lancer, c'est-à-dire les layer 2 actuels. On a aussi les base rollup qui sont intéressants, qui font un peu l'entre-deux. On a, je sais pas si tu connais RiceChain, qui est un base rollup qui est ultra rapide. Par contre, ça déraille sur Celestia, donc ce sera trop de sacrifices pour toi, je pense aussi. Non, mais c'est vrai. Non, En vrai, c'est en fait, vrai. c'est ça pour ce qui est des, ouais. Non, mais pour ce qui est des blockchains, en fait, on crée d'autres blockchains. Donc, il y a plein de blockchains qui, elles, scale un petit peu, et chacune. Et donc, chacune peut avoir, je sais pas combien d'utilisateurs, mais quoi qu'il arrive, c'est juste, on n'a pas scalé, en fait, on a juste créé plus c'est comme on a ajouté une voie sur l'autoroute, quoi. En soi, c'est la même Oui. chose. Mais il y a pas Ouais, de, mais c'est pas une vraie je scalabilité. pense qu'on est obligé. Moi, je pense qu'on est obligé parce que avoir une seule blockchain, ça c'est un truc qui est très intéressant. Avoir une seule blockchain qui gère toutes les applications, c'est un bordel pour les applications. C'est-à-dire que tu te bats toujours pour le block space. C'est pas scalable pour les gens, c'est pas agréable parce que du coup, chaque application n'a pas son mot à dire sur comment est-ce qu'elle veut que ça fonctionne. Est-ce que c'est en FIFO, est-ce que c'est pas en FIFO. Avoir ce T layer 2, tu fais ce que tu veux. Même d'ailleurs, AAV pense à faire une layer 2 parce que juste ça leur donne la liberté de faire ce qu'elle veut.
Et moi, je suis plus bullish sur ce genre de truc d'AppChain qu'une seule blockchain qui gère tout. Parce que pour moi, même sur Solana, ils sont en train de voir que c'est ingérable. Tu vois, ils ont lancé le BAM récemment. Mm. En fait, t'es obligé. Et après, c'est à chacun de voir quel risque il veut prendre. Tu vois, sur un BAM, par exemple, plutôt qu'un Solana. Bon, déjà, je pense que Solana, pour toi, c'est mort, tu ne traiteras jamais. Un BAM, tu as encore plus d'assumption, tu vois. Mais c'est à toi de voir. Tu vois, c'est géré par des TEE. Si tu veux faire ton nerd, tu te dis, bon, jusqu'à quel point je peux faire confiance. Moi, je sais que je suis un peu plus flexible là-dessus. Ok. Écoute, clôturons le sujet. Je sais pas, on prend un peu trop de temps. Je pense que 2 heures va pas suffire pour aborder tous les sujets qu'on avait prévus. Est-ce que tu veux qu'on rush les sujets ou En vrai, moi, je peux aller jusqu'à 2 heures. Il n'y a pas de, y a pas de souci. J'ai rien à faire ce soir là à partir de 22. Donc ok, on tranquille. fera. Après, ça va être long pour la rediff, mais je sais pas s'il y a des gens qui vont tenir jusqu'au bout. On Bon, on peut fera rush des un petites petit peu parties, si tu veux. on les repostera. Vas-y, on essaye de rush un petit peu. Prochain sujet. Toc. Le Lightning Network n'est ni utile ni adopté. Alors vas-y. Oh là là, ça va être Là, dur à rush encore. celui-là. Hein. Oh là là. Clippez les gars, clippez. Bah voilà, moi je suis un gars des data. J'aime bien aller regarder les data quand je vois une tech parce que je veux voir si c'est utilisé. Moi, toutes les datas que je vois sur Native Network ne sont pas, ne montrent pas que c'est adopté. Je vois qu'il y a des gens qui en acceptent de plus en plus. Utile mais pas adopté, très bien dit. Alors, j'ai jamais utilisé Native. J'ai reçu pas mal de gens, dont un des gars qui a aidé à le faire. J'ai plus son nom, mais qui disait que c'était un échec. Et ça a beaucoup de retours que j'entends parce que c'est c'est pas assez flexible en fait. Et ce que fait Lightning, un layer 2 pourrait le faire, alors peut-être en sacrifiant un peu plus de choses, ça dépend aussi de comment il fonctionne. Et je serais plus bullish si jamais vous voulez vraiment payer avec vos bitcoins, ce que je comprends pas, mais c'est pas grave, pour un layer 2 qu'un Lightning. Et du coup, je voulais vraiment insister sur le fait que la data pour le moment montre que Lightning pour le moment c'est plus en perte d'adoption ou si tu as vraiment envie, ça fait le crabe plutôt qu'en réelle adoption. Quoi. Ouais. Voilà. Alors, sur le sujet Lightning, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier cas d'utilisation imaginé pour Lightning, c'était pas du tout de scale et créer une solution de paiement. C'était de pouvoir faire des transactions à moindre frais pour des plateformes d'échange ou pour des entreprises qui ont besoin de faire des banques par exemple qui ont besoin de faire beaucoup de transactions ou voilà ils vont créer un canal et donc entre eux ensuite ils vont juste mettre à jour leur balance et voilà donc c'était ça le premier cas d'utilisation. Ensuite quand on a commencé à développer Lightning on s'est dit ah mais en fait si on crée des canaux faciles à utiliser faciles à ouvrir etc bah, peut-être qu'on peut scaler Bitcoin comme ça. Euh, Chose qui a un peu marché au début et qui marche bien encore aujourd'hui parce que les frais sont assez peu chers et qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation on-chain. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours cette limitation on-chain. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lightning, en gros, c'est créer un canal entre deux personnes. Par exemple, si je veux envoyer des fonds via Lightning à Joe, bah, je vais juste créer un canal avec par exemple un BTC. Je vais avoir un BTC de mon côté et 0 de son côté, et je vais pouvoir lui envoyer à l'infini un SAT par un SAT si j'ai envie, un micro BTC par un micro BTC à Joe sans payer de frais. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est mettre à jour cette balance, se mettre d'accord sur la balance actuelle. Et quand on a envie, donc par exemple, admettons que je vais envoyer 0,5 BTC au total après 6 mois, ben, on va signer une transaction on-chain pour dire, bah voilà, maintenant, Marius, il avait un BTC, maintenant il en a 0,5 et il a donné 0,5 à Joe. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on peut créer un canal avec, enfin, un réseau avec plusieurs canaux et je peux envoyer quelqu'un qui n'est pas connecté à moi parce qu'il est connecté à Joe, etc. Bref. Et ça a une grosse limitation parce qu'en fait, on a besoin d'une liquidité entrante à chaque fois. Surtout, c'est quelque chose qui est assez jeune. Le Lightning Network est utilisable que depuis 3-4 ans réellement. Il y a des applications qui se créent encore maintenant et qui se développent encore maintenant et qui permettent d'utiliser de plus en plus facilement le Lightning sans être custodial. Après, il y a des portefeuilles custodiales qui fonctionnent très bien, comme Wallet of Satoshi ou Blink, et qui sont très rapides. Ça marche mieux qu'un PayPal, mais c'est custodial. Donc, forcément, Lightning n'est pas parfait et adapté à certaines personnes. Ensuite, au niveau des métriques, en fait, ce que tu montrais, je vais peut-être montrer, ça c'était le tweet que j'avais fait, mais tu avais montré cette métrique avec
les BTC et la valeur en USD qui évolue. Donc forcément, la valeur en USD augmente parce que le prix du BTC augmente, mais le montant des BTC diminue. Donc ce que j'expliquais, c'est que bah, déjà, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de BTC parce que ce qu'on veut faire, c'est juste des transactions entre personnes. Et donc potentiellement que 1000 BTC suffit à faire plein de transactions parce que enfin, les gens utilisent les mêmes nœuds et donc c'est les mêmes BTC qui vont juste bouger 1 million de fois par jour. Et donc potentiellement qu'on n'a pas besoin, juste on met à jour des balances de chaque côté et donc on n'a pas forcément besoin de plus de Bitcoin sur, sur le réseau. Ensuite, il y a le fait que bah, les portefeuilles qu'on utilise le plus, ceux qui sont plus adoptés, notamment Phoenix, qui est un des plus adoptés, sont des portefeuilles dont les canaux sont privés. Et donc, en fait, les canaux privés, on ne les voit pas dans les données on-chain. On peut pas les voir. Donc, c'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui, enfin, il y a 1 million d'utilisateurs en plus par jour sur Phoenix, bah, on va pas le voir dans les données on-chain. On va pas devoir leurs canaux créés euh, sur la blockchain. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué à évaluer. Ensuite, en fonction des, enfin, je vais pas non plus tout debunk, mais aussi on comprend mieux comment le réseau fonctionne. On a aussi développé des nouvelles choses comme je parlais du splice in, splice out, qui permet en fait de mettre à jour la balance des canaux sans avoir à les fermer. Parce qu'avant, si on voulait plus de liquidité, il fallait ouvrir un autre canal ou alors fermer le canal qu'on avait et ouvrir un autre plus grand, ce qui est un enfer. Et donc, avant, on avait besoin de beaucoup de canaux et maintenant, on a besoin de moins de canaux pour faire la même chose. Donc, c'est pour ça aussi que les données diminuent. Maintenant, quand on regarde les données, en effet, j'avais partagé quelques trucs. On voit que bah, il y a plus de volume, mais il y a moins de transactions. Ça veut un peu tout et rien dire. Tout ce qu'on voit en fait, c'est que l'adoption stagne potentiellement, parce que l'adoption de Bitcoin stagne et c'est une adoption institutionnelle qui est en cours. Et donc ça, je pense qu'on peut faire, on est d'accord sur cette constatation. Donc voilà, en soi, on peut pas vraiment, enfin, à part ça, le nombre de commerçants, tu vois, qui augmente, et c'est la seule métrique qui est vraiment fiable, parce qu'on se dit que s'il y a plus de marchands qui acceptent le Bitcoin, il y a potentiellement plus de gens qui payent, mais on n'a pas la preuve, parce que c'est un réseau de canal et donc on n'a pas toutes les informations, toutes les transactions qui sont faites un peu comme on peut avoir sur Ethereum où on voit toutes les transactions on-chain. Après, moi, j'avais envoyé d'autres. Il y a tout un site, c'est le seul site que j'ai trouvé qui était vraiment fiable, qui montre justement plein de données et toutes ont l'air plutôt de tendre vers soit la stagnation, soit la baisse. Après, sur le côté privé, évidemment, moi, je peux pas te prouver que c'est en baisse sur le côté privé. Tu peux pas me prouver non plus que c'est en hausse sur le côté privé. C'est un peu le problème quand on n'a pas les données. J'ai pas l'impression que ce soit un truc. Je pense, comme je l'ai dit dans mon truc, je trouve que c'est une solution qui est très cool pour les gens qui aiment ça. Et j'ai juste l'impression que c'est toujours les mêmes personnes, qu'il n'y a pas d'adoption et que la plupart des gens vont juste pas aller s'embêter avec ça. Et d'ailleurs, je comprends pas. Petite question à toi. On est d'accord que entre le moment où tu ouvres et tu fermes ton canal, t'es pas sécurisé par Bitcoin. Tu es sécurisé off-chain. Est-ce que bah, en fait, en quoi ça ne te dérange pas ou en quoi ça te dérange moins qu'un layer 2, tu vois? En fait, la manière dont fonctionne Lightning, c'est qu'en fait, c'est un état, en fait, c'est une balance qui est mise à jour. Donc, en fait, quand tu mets à jour ta balance, tu viens présigner une transaction. Donc, ça veut dire que toi et la personne et l'autre personne de ton canal viennent présigner, viennent approuver. Parce que, en gros, un canal, c'est un multisig 2 sur 2. Donc, en gros, tu as deux signatures de chaque côté qui viennent se mettre d'accord sur la balance de chacun, c'est-à-dire qu'ils viennent présigner la transaction. Pour reprendre l'exemple d'avant, je présigne et tu présignes la transaction qui te donne 0,5 et qui me donne 0,5 BTC. Et ensuite, le protocole est fait d'une telle manière que si tu euh, présignes ta transaction et que tu la publies sans ma signature à moi, les fonds vont être bloqués pendant un certain moment pour me laisser à moi le temps de revenir et pour dire, hey, j'étais absent pendant une semaine, mais je suis pas d'accord avec cette transaction. T'as signé une transaction avec 0,6 au lieu de 0,5. Et donc à partir du moment où et donc c'est un peu ça fonctionne un peu de la même manière que avec les optimistic rollup, pardon, j'arrive plus à parler. C'est-à-dire que si tu essaies de me voler, je peux moi partir avec la caisse si j'arrive à prouver que t'as mis une transaction frauduleuse. Et donc ça fait que aucun acteur n'a vraiment de incentive à tricher parce que il peut perdre tout ce qu'il a de son côté.
du Bien canal. sûr, mais du coup, c'est pas aussi. Il y a des trusts un peu plus fortes que sur Bitcoin. Comme l'a dit IDR, tu es toujours sécurisé par Bitcoin puisque la transaction d'ouverture et celle de fermeture sont sur la blockchain. Mais entre-temps, ça l'est pas. Pourquoi pas être bullish sur. Moi, je suis plutôt bullish, hein, franchement, sur une layer 2 paiement, si vous voulez. Moi, je pense toujours pas qu'on payera avec du Bitcoin, mais ça pourrait être utilisé par beaucoup plus de gens, faciliter beaucoup plus Mais comment tu l'utilisation. l'as fait à layer 2? Alors, je sais pas. En vrai, sur Bitcoin, moi, je maîtrise pas du tout, hein. Moi, je maîtrise la layer 2 sur Ethereum. Sur Bitcoin, j'en ai aucune idée. Je Parce pense qu'il y a que plusieurs façons de le faire, non? bah, tu pourrais pas, ça serait déjà fait si c'était faisable. En fait, pour faire un roll-up, on a besoin de BitVM. Et BitVM, c'est pareil, en fait, t'es quand même assez dépendant. Enfin, c'est une des solutions, c'est la meilleure solution qui a été trouvée, en tout cas, ces derniers temps, pour faire un layer 2 sur Bitcoin, un roll-up. Par exemple, t'as Citrea. Citrea qui a une sorte de roll-up à la Arbitrum, mais au-dessus de Bitcoin grâce à BitVM. Ils veulent vraiment pas intégrer le hop. C'est mort. Il y a un Mais moment je où il y sais avait pas des si c'est même possible, discussions. en fait. Ah ouais? Ok. Parce Parce que, en que. fait, le langage de programmation de Bitcoin est assez limitant, donc tout n'est pas faisable. Et c'est pour ça, en Ok. fait, que cette solution de scalabilité, c'est-à-dire de Lightning, ça fait que, en fait, t'as toujours ton UTXO, en fait. Ça revient un peu sur ce que je dis tout à l'heure. C'est que quand tu as un canal, tu détiens vraiment des BTC. Tu as toujours ce portefeuille on-chain. Et tu fais pas confiance à un réseau supérieur. Tu as toujours cette connexion avec le L1. Mhm. Ok. BitVM, c'est Ethereum. Oui, en gros, Citria qui construit grâce à BitVM. Il y a notamment Starknet qui enfin, qui Starknet. est en train de développer sur BitVM pour pouvoir créer un wrap BTC sur Starknet, qui est plus trust minimized. Et en gros, Citria est EVM compatible. Donc, ça pourrait permettre de déployer potentiellement des protocoles comme AV, enfin de copier-coller les protocoles au-dessus de Bitcoin. Ok. 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 Et voilà. Clôturons sur ce sujet. Mhm. Quoi qu'il arrive, j'avais fait ce tweet pour ceux que ça intéresse, voilà, qui veulent aller voir un peu dans les détails, même si j'ai un peu tout résumé. Et surtout, je vous conseille pas mal la chaîne YouTube de Plan B Network. Euh, Tout est en anglais, mais ils font du très bon contenu. Et surtout, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui fait des formations sur Bitcoin. Et pour ceux que ça intéresse, et tout est gratuit, évidemment, bah, il y a pas cours du débutant, etc. Mais il y a aussi des choses très intéressantes, même très philosophiques et économiques. Mais sur les protocoles, il y a une introduction, une très bonne introduction qui été faite par Panis, qui est en français, j'arrive plus à parler, en français celle-là, qui explique comment le Lightning fonctionne. Il y a aussi une formation sur RGB, mais ça c'est un autre sujet. Ok. Donc voilà. Et Ok. donc ouais, les pools de minage, on en a déjà parlé rapidement. C'est un assez gros problème sur Bitcoin. Je Mhm. vais vous montrer la répartition. Sachant que bah, déjà, ça a pas mal diminué. C'est surtout Antpool qui a diminué parce que pendant un moment, on avait le Foundry et Antpool qui dépassaient les 51%. Enfin, les 50%. Donc, à eux deux, elles manipulaient en gros plus de 50% du hash rate, ce qui est un problème. Parce que, en fait, le pouvoir d'une pool, enfin, une pool a le pouvoir de créer un template de bloc, c'est-à-dire un modèle de bloc, c'est-à-dire choisir les transactions qui sont mises à l'intérieur. On a eu Mhm. plusieurs cas par le passé de pools de minage qui mettent en place un filtre, OFAC compliant notamment. C'était F2 Pool, je crois, et Via2 Pool qui avait testé. Et ça avait duré que quelques heures parce que, évidemment, les mineurs avaient menacé de quitter la pool si le filtre n'était pas enlevé. C'est quelque chose qu'on voit assez rapidement parce qu'en fait, il y a le bloc qui est attendu et le bloc qui est lui miné. Et si on voit qu'il y a des différences entre le bloc attendu et le bloc miné, et ben on peut s'apercevoir qu'une pool intentionnellement met une transaction de côté parce que par exemple une transaction qui paye beaucoup de frais, qui n'est pas mise dans le bloc, enfin ça fait pas de sens. Donc il y a forcément une raison derrière. Donc souvent on va poser des questions à la pool, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle a pas accepté. Et si on s'aperçoit que c'est récurrent et qu'il y a plusieurs transactions qui sont concernées, ben on peut imaginer que c'est une censure volontaire. Et donc ça, c'est un gros problème si ça passe à l'échelle. Si par exemple deux ou trois pools se mettent d'accord sur un type de transaction à censurer, elles peuvent potentiellement tenter même une attaque à 51%.
sur le long terme. Mais ça, c'est vraiment si on part du principe que les poules ont le pouvoir du hash rate, alors qu'elles ne l'ont pas. C'est bien les mineurs qui ont le pouvoir du hash rate. Et à n'importe quel moment, en quelques clics, un mineur peut quitter la poule qui censure ou le, qui tente une attaque à 51%. Donc pour moi, le risque des poules est un peu un... Bah, il faut le garder en tête. C'est super important, voir s'il y a une poule qui censure et le dénoncer quand il y en a une. Et par exemple, depuis 2 ans, il y a 2 poules qui l'ont fait et j'ai fait des articles dessus et j'ai été l'un des premiers à en parler. Mais par contre, à aucun moment, les poules n'ont vraiment de pouvoir de hash rate. Elles ne font que créer un bloc et elles gardent pendant quelques heures jusqu'à 24 heures le, la récompense des blocs avant de les redistribuer. Donc au pire, s'il y a une censure, le mineur il va perdre la rémunération d'une seule journée. Et donc enfin, c'est assez limité l'impact que ça peut avoir. Moi, je suis pas d'accord. Vas-y. Est-ce que tu avais fini ou pas? Ouais, j'ai fini, vas-y. Ok, ok. Je pense qu'on ne peut pas comparer Bitcoin maintenant, ou en tout cas ces dernières années, à Bitcoin dans 5 ans. Je pense que les home miners vont se faire vont être de moins en moins là. Il va y avoir de plus en plus de professionnels, de gros professionnels, de gens comme Riot, justement, qui sont terrifiants. Et ces gens-là, ils en ont rien à faire, tu vois. Et l'impact qu'avait le peuple sur les décisions des mining pools, je pense qu'il va baisser petit à petit et que l'incentive sera moins présente et que potentiellement on verra un jour. En fait, après, voilà, c'est pas très grave pour moi, mais je pense que cette défense des mining pools, elle tient pas dans le temps si on continue de professionnaliser le mining et ça continuera, je pense, parce que la difficulté augmente. C'est très dur en vrai de miner, ça dépend aussi du prix, tout ça. Forcément, ça va tendre à se professionnaliser. Surtout aux USA qui poussent beaucoup le truc. Alors, en fait, c'est Donc, déjà le cas. ouais. Il y a déjà quasiment plus de home miner. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai un petit miner là. Enfin, ça mine quasiment rien. Euh, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et tu parles de Riot. Je fais un calcul rapidement là, mais est-ce que tu sais combien de hash rate à Riot? Aucune idée, hein. Tu regardes? Je suis en Aucune train de idée. faire le calcul sur le pourcentage. Attends, hop. Alors, Riot, donc, qui est un des plus gros miners, hein, tu fais bien de le pointer du doigt. Il y a aussi, on peut citer Mara, qui est un des. Je crois que Mara est même devant Riot. En tout cas, récemment, ils sont passés devant, il me semble. Mais Riot, On ils a ont quand pas même fini, quelques. hein. Ils ont pas fini leurs travaux, Mais bien si? sûr, Ils étaient en travaux l'année dernière. mais Mara non plus. Enfin, tous les mineurs sont Ah, en pleine expansion actuellement. Si tu regardes par exemple là le hash rate, mhm. c'est tout le temps en expansion. Taux de hachage, difficulté. Tu vois que, bah là, attends, ça fait un peu pas de sens de regarder. Mais là, par exemple, on fait un. Donc, faut regarder surtout la ligne, la ligne, pas les lignes droites, mais la ligne ici, Mhm. la moyenne, quoi. Elle a fait récemment un nouveau plus haut historique à 950 exahash par seconde. Et en fait, ça continue d'augmenter. Donc, tous les mineurs, dont Mara, dont Riot, développent leur ferme de minage. Donc, s'accaparent de plus en plus de hash rate. Mais donc, ici, on est à presque, on est en taux de hachage moyen, on est à 921 hash par seconde, et Riot est à environ 35 hash par seconde. Donc ça veut dire que les plus gros mineurs sont environ 3 à 4% du hash rate. Ça, je me Donc rendais pas compte, tu vois. c'est assez énorme quand on y pense C'est comme ça. waouh. Mais en réalité, ces acteurs-là, ils se comptent quand même sur les doigts de la main. C'est pas non plus 100 acteurs. Bon, forcément, ça fait 400%. Tu vois, mais il y en a pas non plus 20 qui détiennent à eux seuls 50%. C'est un risque, en effet, parce que c'est les mineurs. Là, c'est pas les poules. Donc, mais il faut garder ça en tête que, par exemple, Mara, qui est le plus gros là, bah là, par exemple, les 40 exahash de cette poule-là, bah, c'est que un mineur. En tout cas, en grande partie, un mineur. Oui, mais ça va pas diminuer, quoi. C'est surtout ça, c'est la tendance. Là, actuellement, je pense que tu as raison que les poules ont trop peur. Je pense que tu laisses 10 ans de plus, il y aura tellement de professionnels et qu'ils seront tous aux USA, bien contents d'être dans leurs poules qu'ils connaissent, ils se connaissent entre eux, tu vois, que je pense que l'incentive sera moins là. Après, c'est ma take, hein, on parle du futur, Mais t'as mais je pense raison, pas que mais ça ira.
Non, mais t'as raison de le pointer du doigt, et c'est un gros problème. Notamment, il y a pas mal de choses qui se développent autour des pools, des nouveaux protocoles de pools qui permettent aux mineurs de choisir leur block template, qui permettraient de mitiger certains problèmes que ça pose actuellement. Et c'est un gros problème en effet. Euh, et donc, tu fais très bien d'en parler, hein. Juste selon moi, c'est moins grave que ce qu'on le pense, parce que là, quand on voit des poules, on dit ah putain, 3 poules, plus de 51% peuvent faire une attaque, alors qu'en réalité, elles-mêmes comment dire, sont constituées de plus petits mineurs qui, à eux seuls, ont le pouvoir sur le hash rate et moins de pouvoir sur le réseau. Donc, c'est aussi à relativiser dans ce sens-là. Bien sûr. Mais j'aime bien dresser le parallèle avec l'or, tu vois. L'or, pareil, à l'époque, bah, tout le monde avait à peu près les mêmes outils pour le miner. Et actuellement, bah ouais, tu peux aller gratter la terre et trouver quelques grammes si tu veux, mais en tout cas, c'est pas toi qui fera le plus gros. Et je pense qu'on vit un peu ça actuellement. C'est juste, en fait, t'as pas du tout les mêmes moyens qu'un gars comme Riot ou quoi. Et c'est intéressant à suivre parce que bah ouais, de toute façon, actuellement, ça rejoint tous les sujets dont on a parlé. C'est juste l'institutionnalisation, pardon, de la crypto en général, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou le reste. Et c'est une preuve d'adoption encore une fois. Donc on peut être content et ça vient avec son lot de problèmes, quoi. Ouais, en fait, c'est un risque, tu vois, mais c'est un risque qui est déjà présent depuis des années. Et moi, j'ai tendance quand même à faire confiance au mécanisme qui veut une décentralisation plus ou moins naturelle, parce qu'en fait, c'est un, c'est un marché libre. Ça veut dire que bah, il y a des gros acteurs. Déjà, d'ailleurs, les gros acteurs, les gros mineurs aujourd'hui sont en train de se détourner de Bitcoin parce que ça devient plus rentable de faire de l'IA ou de faire d'autres choses. Et de faire par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a la chaîne de Grand Angle avec Richard et Guillaume qui investissent beaucoup dans le minage et qui sont en train d'expliquer ça que les mineurs américains que tu mentionnais comme Riot et d'autres sont en train aussi de se détourner petit à petit du minage parce qu'il y a plus rentable à faire avec de la puissance de calcul. Et donc voilà. Mais de l'autre côté, il y a aussi des pays qui ont besoin du minage pour pouvoir stabiliser leur réseau électrique, et ça on le voit de plus en plus. Et c'est aussi des gros acteurs qui se positionnent. Mais j'ai quand même confiance dans le marché libre que c'est, qui fait que, quoi qu'il arrive, on aura des petits acteurs qui, au cours du temps, pourront aussi reprendre le dessus, même s'il y aura toujours ces gros acteurs qui auront 4-5% de hash rate, et qui, je pense, va se maintenir. Mais c'est assez peu probable qu'il y en ait un acteur ou qu'un groupe d'acteurs se mette d'accord et attaque vraiment avec 51%, parce qu'ils ont aussi pas d'intérêt à le faire. C'est tout un jeu d'incentive économique. Ouais, mais dans ce cas, on attaque rien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'incentive à faire cracher un truc. Mais en tout cas, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est si jamais, je sais pas, on a, je te dis une bêtise, mais la Corée du Nord qui commence à amasser un maximum de mining, est-ce qu'on va pas avoir énormément de mining développé par les politiques eux-mêmes, enfin en tout cas par l'État lui-même, qui va vouloir sécuriser sa nouvelle réserve de valeur. Et là, ça va partir en couille sur le mining. Ça peut être assez terrifiant. On va peut-être assister à une guerre de hash rate au niveau mondial. C'est, euh, C'est la c'est- théorie des jeux. Mm, Par exemple, Trump a commencé à parler de Bitcoin réellement, on va dire, de manière bullish. C'était quoi? C'était juillet de l'année dernière, pendant sa campagne. mhm. Septembre, Poutine en parle. Poutine dit Bitcoin peut pas être arrêté. La France aussi. Octobre, oui, la France aussi a commencé à parler, notamment avec Marine Le Pen, etc. Mhm. Mais Poutine en parle en bien, et il assouplit la législation sur les mineurs. La Chine aussi a changé un peu sa position euh, en arrière sur les mineurs, ou même l'État commence à aussi miner. Euh, En tout cas, il y a des suspicions que l'État récupère des machines qu'il avait saisies pendant le ban, et qui se met à miner. Enfin, en fait, la théorie des jeux fait que on pourra que s'il y a un acteur qui éventuellement arrive à avoir une concentration du minage, a déjà peu d'intérêt à attaquer quoi que ce soit. Et même s'il y arrive, en fait, il va tellement mettre la lumière sur cette activité que ses ennemis vont aussi s'en emparer et essayer de faire la même chose. Et donc, c'est un mécanisme qui est assez naturel et qui, je pense, a été bien pensé et bien mis en place pour Bitcoin, notamment avec l'ajustement de la difficulté, avec ce système de pool, justement, euh,
qui fait que c'est assez peu probable qu'on ait une attaque de cette ampleur-là. Mais pour le coup, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on devrait un petit peu s'assouplir sur ça. C'est qu'à partir du moment où tu as une théorie des jeux et des incentives qui sont assez fortes, c'est déjà bien, quoi. Tu vois, on n'a pas besoin d'être en maxi 100% sur tout. On le sera pas. De toute façon, il y aura des sacrifices à faire. Voilà, c'est pareil. C'est pourquoi ta banque elle part pas avec ton argent. C'est parce qu'elle veut pas abîmer son image. Voilà, c'est des incentives. C'est comme ça que tient le monde. Donc, je suis assez d'accord avec toi, en vrai. Mais, voilà, c'est un peu moins cypherpunk qu'on l'imaginait, c'est tout, quoi. Mais Ouais, mais après, il faut pas non plus, enfin, d'un point de vue maxi, d'un point de vue même toxique maxi, il faut qu'on continue, je pense, à promouvoir ce côté cypherpunk, parce que bien si sûr. on arrête, bah là justement, on ouvre la porte à ce qu'il y ait une centralisation excessive, quoi. Et Mm. donc ce serait là le problème, tu vois. Et c'est justement un peu aussi ce que je décris un peu avec Ethereum, c'est que j'ai l'impression que les gens laissent de côté cette décentralisation pour le profit, pour les stablecoins et autres. Et j'ai l'impression que ce besoin de décentralisation, ces valeurs cypherpunk, qui ont pourtant été très présentes au début d'Ethereum, se perdent petit à petit. Et je trouve ça Oui, dommage. ça fait partie de l'adoption, je dirais. C'est comme Oui, c'est l'Internet, tu presque. vois. Alors, Internet, au début, on était entre nerds, hein. Maintenant, regarde, tout le monde fait des Ouais. TikTok. Au bout d'un moment, tout le monde donne ses datas à la Chine, donc. Ouais, Et ouais, c'est comme c'est ça. vrai. Et je vois, il y a Orion qui parle de BlackRock qui achète, enfin qui prend possession de via BTC en pool, etc. Ils ont déjà commencé à investir hein, dans des mineurs. Maintenant, de là à avoir un 51%, est-ce que déjà ils ont assez de fonds pour prendre le contrôle de 51%? Je pense pas, ça coûte quand même des milliards d'euros, enfin de dollars de machines et d'énergie pour pouvoir prendre 51%. C'est Mm, possible mm. en théorie, mais C'est clair. ouais, ouais, c'est un peu ce que tu dis, détruire Bitcoin, c'est possible en théorie. Euh, et Bitcoin. Bah, mais après, je pense que si on reste sur ta vision, on arrive dans un monde où rien n'est adapté, quoi. Où la blockchain, ça reste un truc de nerd qui veut être sur un truc décentralisé en P2P, et on n'a pas d'adoption parce que juste on fait pas de sacrifice. Je pense que bah voilà, il faut pour convenir Mais à tout le monde faire des sacrifices. non, mais forcément, il faut faire des sacrifices. Par exemple, tu vois, sur Bitcoin, il y a des sacrifices qui sont faits, notamment un des cas d'utilisation qui est le plus utilisé, c'est les portefeuilles Lightning custodial. Donc c'est ultra centralisé. Mais c'est très bien pour une adoption quotidienne, pour des gens qui ont 50, 100 dollars. Voilà, il y a plein de gens dans des conférences, des Bitcoin Maxi, qui utilisent des portefeuilles custodial et c'est très bien, grand bien leur face. Euh, L'important, c'est qu'on garde le L1 et la base de ton réseau en fait intact et surtout résilient. Parce que si t'as pas l'opportunité de redescendre d'un niveau euh, sur un protocole qui lui est résilient, ou en tout cas qui perd en résilience, qui perd pas en résilience, euh, comment dire, tu perds toute la valeur de la proposition de valeur que tu avais à la base. Et, et c'est un peu ça qu'on voit avec Ethereum. Au cours du temps, il perd un peu la proposition de valeur qu'il avait. C'est-à-dire proposer des smart contracts décentralisés. L'utopie d'Ethereum, ce serait des smart contracts avec des stablecoins algorithmiques. Ce serait parfait. Ou alors avec un BTC tokenisé. Ouais, mais encore une fois, qui va adopter des stablecoins algorithmiques? C'est ça le problème. En plus, on en a vu des stablecoins algorithmiques. Oui, non mais Non, ça, je suis d'accord. tu Après, vois, ça pose la question de c'est monétisation, ça. etc. Ouais. Moi, je trouve que franchement, pour son cas d'utilisation, Ethereum est sur-décentralisé. C'est-à-dire que pour moi, il coche suffisamment de cases. J'ai pas du tout à m'inquiéter. Tu vois, même pour moi, après, c'est aussi parce que je prends du temps à dire beaucoup de nouvelles technologies qui font moins ce choix de la décentralisation. Mais je considère même Solana comme assez décentralisé pour ce qu'elle fait, parce que juste on rabaisse un peu ce côté décentralisation pour convenir aussi à tout le monde. Et ouais, je pense que faut pas, tout n'est pas BTC, tu vois, et tout n'a pas besoin d'être BTC. Et encore une fois, de toute façon, dans tous les cas, peu importe, tous les validateurs gagnent le même pourcentage. Donc, je pense pas que ce soit. Tu vois, personnellement, je trouve que le sujet est plus porté sur l'IDO, qui du coup va aussi souffrir. Si on commence à avoir un Ethereum par validateur, va souffrir par rapport à sa dominance. Mais pour moi, le sujet de l'IDO est plus gros et plus important que celui du Proof of Stake, pour le coup. Enfin, il est lié, mais tu m'as compris. Ouais.
Ouais, après, ça revient un peu du coup au même sujet. En soi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que ouais, on sacrifie la décentralisation qui, pour moi, devrait pas être sacrifiée, et pour toi, c'est tolérable pour des applications. Disons que, en plus, je pense que toi, tu parles avec ce que tu as envie de voir. Moi, je parle avec ce que je vois, tu vois. C'est-à-dire que bah, je constate que l'adoption est faite comme ça, je l'accepte et je fais avec. C'est sûr que moi, j'aurais préféré, moi, voilà, je suis un geek, j'aime bien ce qui est décentralisé. Mais si l'écosystème part dans une direction, bah, j'essaie de comprendre, j'essaie de suivre. Mais sinon, on parle de la même chose. Enfin, Ouais. je pense qu'on a les mêmes goûts, tu vois. J'ai pas un goût pour la centralisation, si ça peut être plus clair. Après, Mais ouais. tu dis, tu parles avec ce que tu vois, mais par exemple, pour revenir sur le sujet de Lightning, tu disais, ouais, c'est pas utilisé, etc. Alors que pourtant, quand tu as des réunions communautaires, des conférences ou autres, il y a plus de gens qui payent avec Lightning que de gens qui payent en stablecoin. Euh, Par Ouais, mais exemple, vous je êtes sais entre pas. vous, les gars. Vous êtes entre vous. Ok, mais Bah, c'est comme, quand vous êtes entre vous à ETHCC, est-ce que vous payez en USDC ou USDT? Tout le monde paye en bien sûr. carte. Apple Pay, et voilà. Oui, oui. Mais la stablecoin, c'est encore assez. Je pense que dans 4 ans, ça aura plus la même gueule. Ce sera absolument partout. Mais voilà, c'est comme. Les paiements en stablecoin sur Polygon ou Arbitrum étaient déjà faisables il y a plusieurs années. C'était déjà utilisable. Peut-être pas Ouais, mais Arbitrum, c'était pas mais très. Je veux dire, pour le moment, on peut pas. Tu vois, si j'ai des stablecoins, je peux pas aller faire mes courses à Carrefour avec. Je pense que ça arrivera. Ouais, il y a des cartes il faut maintenant, juste mais quelqu'un qui l'accepte. oui, Mais effectivement. la carte, c'est la même chose. Après, c'est centralisé. Enfin, il y a Oui. un swap à un moment donné. Mais maintenant qu'il y a le Genius Act, maintenant qu'il y a toutes ces régulations, je pense que ça arrivera plus. Je sais pas encore sous quelle forme, honnêtement. J'espère que ça arrivera sous une forme où je peux rester non custodial. Mais je sais plus comment on est arrivé là. J'ai oublié comment on est arrivé là. Ouais. Ouais, j'avais un peu divergé. Mais écoute, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Peut-être un Ouais. dernier mot parce que ça va faire 2 heures. Ça va faire trop long. On avait encore des sujets à aborder. Peut-être un autre épisode. Vous voulez parler aussi du security budget du Bitcoin. Euh, ouais, après de la finalité de paiement, pour des transactions, L'avenir de la la vie blockchain privée. aussi. Ouais, l'avenir de la blockchain. Ah, après, on en a un peu parlé au début. Bah vas-y, est-ce que Ouais, tu on as est une là. conclusion dessus? Vas-y, Conclusion sur parce que la moi, c'est blockchain. un sujet que j'aime bien. C'est un sujet qui va t'énerver en plus, je vais adorer. Euh, Moi, je considère qu'il y a un monde où Bitcoin est une mine d'or. On va l'exploiter. Et quand on aura fini de l'exploiter, tous les BTC qui gardent leur valeur, parce que ils ont, en fait, ce qui fait donne de la valeur à BTC, c'est pas le fait, en tout cas pour moi, vous mettez ça où vous voulez, c'est pas le fait que ça peut être utilisé partout dans le monde, c'est le fait qu'il y en ait que 21 millions. Et je pense qu'il y a un monde où plus tard, en plus avec les technologies de settlement, tout ça, euh, la blockchain Bitcoin est abandonnée parce que juste il n'y a plus de valeur à en extraire. Et BTC est utilisé en majorité déjà via les ETF, via les banques, via tout ça, parce que 80% des gens vont l'utiliser comme ça. Et sur les d'autres blockchains, tout simplement. Potentiellement sur Ethereum, ailleurs. Je vois mal pourquoi la blockchain, une fois les récompenses finies, à moins que les devs en rajoutent, mais ce qui n'arrivera jamais à mon avis, je vois mal pourquoi elle continuerait d'exister, surtout connaissant 90% des gens qui s'en foutent un petit peu de la sécurité à ce point. Bah, ouais, ça reprend du coup le sujet du security budget, du moment où il y aura plus de frais de rémunération pour payer les Mhm. mineurs. Comment est-ce qu'on va sécuriser la blockchain? Et c'est un sujet en fait où je pense qu'on n'a pas de réponse. Et ce que tu décris est une possibilité. C'est sûr. Mm. Euh, et ça me fait penser, on a rapidement parlé de RGB. Les devs de RGB travaillent, en tout cas je pense que pour l'instant c'est que au stade d'idée, en tout cas de proof of concept d'un réseau. Comment dire, qui servirait de bridge, enfin se servir de RGB comme un bridge vers une nouvelle blockchain, qui reprendrait les mêmes bases enfin pas une blockchain, du coup ce sera un bloc DAG, enfin qui reprend les bases de RGB en fait, qui fonctionne de la même manière, mais qui est en L1, et où en fait il imagine, en tout cas, il expose un monde utopique où les gens n'utiliseraient plus Bitcoin sur la blockchain, mais ils viendraient les bridge sur ce nouveau réseau. Et ce réseau-là serait comme RGB, c'est-à-dire basé sur la validation côté client, c'est-à-dire chaque utilisateur va valider sa propre transaction. Et ensuite,
on se fait confiance parce qu'on se donne des preuves que notre token, enfin notre BTC vient bien de la Genesis. Et donc, il y a pas de réseau, il y a pas de consensus, il y a pas de personne qui vienne vérifier toutes les transactions. C'est assez abstrait. Mais c'est intéressant parce que il y a même des Bitcoin maximalistes qui pensent à ça. Lui, c'est plus sous le prisme de manque de confidentialité sur Bitcoin et qu'on a besoin de réseaux différents pour avoir plus de confidentialité. Mais en soi, c'est aussi une possibilité dans le cas où juste le réseau meurt et n'a plus de revenus euh, pour subvenir aux besoins des mineurs. C'est Euh, intéressant. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Maintenant, dans l'idée, j'ai suffisamment confiance dans les développeurs pour créer des applications utilisables, pour créer des L2 utilisables qui vont donner des revenus aux mineurs. Et surtout pour que les gens, bah déjà il y a aussi le minage qui va s'adapter, c'est-à-dire que s'il y a moins de rémunération, la difficulté va s'adapter, donc il y aura moins de mineurs, mais potentiellement les mineurs restaurants auront toujours de quoi subvenir à leur coût. Et je pense quoi qu'il arrive, il y a cet avenir où quoi qu'il arrive, la blockchain et le security budget va s'adapter à la rémunération que le réseau va générer. Maintenant, c'est trop lent pour pouvoir le dire. Certains disent, tu vois, c'est dans 10 ans, on saura déjà si c'est mort ou pas. Je pense que ça Mhm. prendra encore plus de temps parce qu'au niveau du mineur, il y a aussi la réutilisation de la chaleur. Il y a aussi, Bien on sûr. parlait des États qui peuvent miner à perte parce que pour eux, ça leur apporte plus de stabiliser leur réseau électrique que de miner du Bitcoin. Donc, je pense que ça va prendre des années avant qu'on puisse. Je pense aussi. Euh, voilà. Désolé, je suis un peu perdu là. Je commence à fatiguer. Je suis un peu Non, content. mais t'inquiète. Mm. Mais Mais en tout cas, ouais, est-ce que tu penses que BTC perd de sa valeur s'il est sur une autre blockchain? Ça, c'est intéressant. bah, ça dépend comment il est bridge et ça dépend de la décentralisation de la blockchain. Parce que si c'est pour utiliser du BTC natif sur Ethereum actuellement, je pense que oui. Parce que Ok. le Ethereum n'a pas les mêmes caractéristiques que la blockchain Bitcoin. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait la valeur? Tu vois, en fait, je te reprends l'exemple avec la mine d'or. Quand tu déplaces l'or de la mine, il perd pas ses propriétés, tu vois. Ça reste de l'or. Si tu déplaces BTC de Bitcoin, est-ce qu'il perd vraiment sa valeur? Mais ça dépend. Toi, tu vas trouver la valeur dans le fait que Bitcoin est sécurisé. Moi, j'ai trouvé la valeur dans le fait que ça est rarifié, tu vois. Et c'est pas la même chose. Mais en fait, un actif n'est pas valorisé juste parce qu'il est rare. Parce que Ouais, c'est je peux très bien créer des œuvres d'art qui sont ultra rares et ça vaut rien parce que personne ne va en vouloir. Les gens veulent du Oui, Bitcoin c'est aujourd'hui parce qu'il reconnu. fonctionne sur une blockchain décentralisée, etc. Mais s'il arrive de fonctionner sur sa blockchain, sur son réseau, s'il arrive d'avoir les caractéristiques qu'il a actuellement, il n'aura pas la même valeur parce que les gens n'auront pas la même utilité. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire, je te prends Sailor. Sailor, c'est ce qu'il répète toujours. Il n'y en aura que 21 millions. Te dis pas, c'est décentralisé. Ma copine, elle a un mineur. Il y en a 21 millions. Et tous les gens professionnels, politiques, tout ça, c'est ça qui les excite. C'est le fait qu'il y en ait 21 millions. C'est pas le fait qu'il y ait le réseau qui soit décentralisé. Après, Après, faut voir pourquoi. Par exemple, Saylor, déjà, il est de plus en plus critiqué dans la communauté Bitcoin, mais ensuite, faut voir pourquoi est-ce qu'il dit ce genre de choses. J'ai l'impression, parce qu'il y a quelques années, il disait pas ça. Il parlait de décentralisation, il parlait de self-custody, etc. Et j'ai l'impression qu'il lisse son discours pour pouvoir plaire à justement des institutions, pour pouvoir faire sa propagande, et ça marche. Euh, Bien donc, sûr. je vois pourquoi il arrêterait. Maintenant, est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Est-ce que vraiment il oublie toute la partie self-custodiale? Non, Je sais mais pas. Honnêtement, tu, on peut être quand même. Tu vois un petit peu quand même que les institutions s'en foutent que ce soit non custodial, que ce soit décentralisé, ce qu'ils veulent. C'est juste mais- que c'est comme l'or, tu non, vois. En fait, c'est mieux que l'or, parce qu'on on peut pas découvrir de mines d'or. On sait qu'elles mais, sont toutes là et il y en aura pas plus. C'est tout. mais regarde, je parlais de Poutine plus tôt. La seule chose que Poutine a dit dans sa vie sur Bitcoin, c'est personne ne peut l'arrêter. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, dans un monde où il y a que les États-Unis, oui, potentiellement que ça aura la même valeur après. Si jamais il y a plus de blockchain derrière, si jamais ça perd toutes ses qualités. Mais par contre, bah, tu as toute la théorie des jeux qui tombe à l'eau. Et donc, est-ce qu'un Bitcoin sans théorie des jeux est un Bitcoin valorisé à plus de 100 000 dollars? Je pense pas.
Ouais, ça se défend aussi. Ça se défend aussi. Donc, par exemple, si BTC merge vers un réseau, comme je disais, qui est développé par les développeurs de RGB, bah, en soi, le réseau aurait plus ou moins les mêmes caractéristiques. Ce serait toujours du proof of work, ce serait de la validation côté client, etc. Donc, ça aurait plus ou moins les mêmes caractéristiques que ça a actuellement. Euh, donc, potentiellement, la valeur sera la même. Par contre, si on le met sur Bitcoin, enfin sur Ethereum ou autre, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes caractéristiques, bah là, ouais, ça va perdre beaucoup de sa valeur, je pense. Mm. Ok, intéressant. C'est très excitant en vrai comme sujet. Hein. Moi j'ai très hâte j'ai envie de faire un saut dans 40 ans pour voir commencer parce que c'est fou en vrai. Hein. Ouais, la théorie de jeu est super intéressante. Je me rappelle, il y a encore quelques mois, on parlait de ah peut-être le Salvador utilise Bitcoin dans les transactions avec la Russie et tout. Et en fait, après, ça a été confirmé. Et puis, il se passe des choses en arrière-plan qu'on voit pas encore. Et donc, ouais, je pense que ça va Ouais. prendre encore bien 5-10 ans pour qu'on puisse voir tout ce qui se passe. Et même au niveau des stablecoins, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on a dépassé les 2 heures, là, c'est trop. Euh, Ouais. je sais pas si je ferai pas de montage la rediff. Je verrai. Ok, ouais, peut-être ce sera plus digeste. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, ou peut-être la mettre en 2 parties, ça serait peut-être mieux. Mm. Je verrai. Mais écoute, Ça marche. merci beaucoup pour ton temps et pour avoir fait l'effort de faire 4 heures de live pour toi aujourd'hui. Euh, et merci à tous dans le chat, à Ozymandias pour ses commentaires très pertinents. Je l'adore. Il y a aussi Ouais. Millet, Orion, Maître Zan et tous les autres qui ont commenté. Mhm. Et voilà. Ouais, merci pour l'invitation. C'était très cool, très intéressant. En vrai. J'ai appris pas mal de choses, hein, finalement. Ah ouais? Ouais, comme l'USDT sur Bitcoin. Par exemple, je ne savais pas du tout. Tu vois. Donc, très Et voilà. intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir accédé. C'est plus cool comme ça que dans nos débats à Twitter. Et j'espère qu'on continuera aussi notre débat et peut-être dans une autre émission, on parlera peut-être d'un sujet plus profond qu'on pourra approfondir. Je Mhm. lance des idées. Mais ouais, merci à tous. Merci à toi Plaisir. et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao.